Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bistrot du Parti de la France. Alors oui, vous le savez, le Bistrot du Parti de la France, qu'est-ce que c'est? C'est comme un forum quelque part avec plus d'invités, plus d'alcool et un peu plus de détente, un peu plus de fantaisie. Et justement, pour ajouter de la fantaisie à notre format, nous avons décidé d'inviter un invité mystère, un invité surprise qui sera, j'ai envie de dire, très content, je pense, d'être là. Mais avant tout, je vais présenter les invités qui étaient sur la miniature, à savoir tout d'abord pour commencer Victor Jean de la Gilardais, vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France, fier militant de Normandie. Comment allez-vous, Victor? Bien Alexandre, je vais très bien. Bonsoir à tous nos auditeurs et ainsi qu'à mes camarades également présents pour cette émission. Merci beaucoup, Victor. Et nous avons un autre Normand avec nous, un conseiller national du Parti de la France. Bonsoir, Vivien, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, tout va bien. Après une semaine de combat politique face à la gauche, tout va bien. La semaine se termine. Formidable. Effectivement, nous combattons en permanence, c'est très important comme combat. Nous n'en avons pas terminé. Et nous avons également un autre membre du bureau politique du Parti de la France qui est à la capitale, responsable de l'Île-de-France, Frédéric Avali. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, ça va très bien. Je salue tous nos chers auditeurs ainsi que mes illustres camarades participants. Formidable, formidable. Autre camarade participant qui nous vient d'outre-Atlantique, il est 14 heures chez lui actuellement. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous? Bonjour. Donc, il est 14h07 ici et c'est l'après-midi dans l'Alabama. Bonsoir. Très bien. Pour la rediffusion, je précise qu'il est 21h07 au moment où nous tournons cette émission. Et maintenant, comment je pourrais dire, il est normal de présenter l'invité surprise. Et nous avons ce soir la joie de recevoir le président et le cofondateur d'Égalité et Réconciliation. Bonsoir Alain Soral, comment allez-vous? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu avant de vous exprimer Alain Soral. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de Telegram, c'est vrai qu'on ne vous a pas encore invité. Comment ça marche? Oui, ça marche, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Alors, il y a peut-être un petit peu de latence par rapport à la Suisse. Ça va. Bah déjà, Arnaud Mail, on entend bien alors qu'il est aux États-Unis, donc je pense que la Suisse, ça devrait aller. Mais effectivement, Alain Soral sera avec nous ce soir pour parler des actualités de la semaine. Merci à lui d'avoir accepté, évidemment, cette invitation. Un petit peu, peut-être, comment je pourrais dire, étonnant pour ça. Moi, vous savez que Oui. je suis ouvert à toute discussion, hein, dans la limite de l'acceptable, hein. Donc, j'ai accepté votre invitation et j'espère que je ne le regretterai pas. Ah bah, on fera tout en sorte pour pas que vous le regrettiez, bien évidemment. Et on n'espère pas le regretter, bien évidemment, non plus. Alors, première actualité de la semaine, je pense à l'actualité qui fait beaucoup parler et qui nous touche beaucoup dans notre milieu, c'est bien évidemment le meurtre de Philippine, encore malheureusement une Française, assassinée par un migrant marocain sous OQTF et qui est même récidiviste. On a eu énormément de réactions, on a eu des bonnes réactions comme celle de Thomas Joly qu'on lira tout à l'heure, des un peu moins bonnes comme celle de Sandrine Rousseau, Alice Coffin ou Manon Aubry, etc. Qu'est-ce que vous savez très bien que le bistrot du Parti de la France, c'est chacun prend la parole. Je ne donne pas vraiment la parole à quelqu'un en particulier. Peut-être que quelqu'un voudrait réagir en premier sur cette tragédie, que le premier se lance. Moi, je dirais qu'on a affaire toujours au même, hein, tout simplement, un clandestin en situation irrégulière sur le territoire français, libéré par la justice des Rouges, tout simplement. Tout n'a pas été parfait dans les décisions, car cet individu a fait que 4 ans de prison sur les 7 ans prévus parce qu'il y a eu des réaménagements de peine. Donc voilà, il ne faut pas oublier que ce personnage a été en centre de rétention. Après, on lui a payé un hôtel en attendant son expulsion qui n'a jamais eu lieu. Et voilà, une nouvelle fois, voilà, un individu de ce type, une pourriture comme lui, est passé à l'acte, hein. On peut penser à Lola, on peut penser à Thomas, Baptiste. Donc voilà, l'exécution de l'OQTF n'a pas lieu, mais par contre, on a exécuté Philippine tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que tant qu'on remettra pas de l'ordre dans ce pays et qu'on n'expulsera pas tous ces OQTF, eh ben, ça continuera, malheureusement. Et puis on peut se poser la question et je pense qu'il faut rétablir la peine de mort pour ces individus, tout simplement. Aujourd'hui, quand j'entends, le ministre de la justice, le nouveau ministre de la justice qui nous parle de laxiste,
que le laxisme judiciaire n'existe pas. Je me demande vraiment ce que c'est l'avenir, mais bon, avec lui, Retailleau pourra bouger dans tous les sens, mais quand on aura un socialiste en France, quand on aura que des gauchistes à la place, à la justice en France, rien ne bougera et ça sera la catastrophe. Voilà. On aura malheureusement des Philippines tous les 6 mois si on ne change pas les choses dans ce pays. Moi, en fait, par rapport plus généralement à la dramatique affaire philippine, bon, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Alors, Alexandre, si je suis trop long, vous me couperez, hein. Alors, pas comme le rabbin, mais n'hésitez pas à me couper quand même. Une blague qui fera alors, rire Soral. Pardon? Une blague qui fera rire Alain Soral, j'en suis sûr. Ah, j'y compte bien. J'approuve. Et que je n'avais pas préparé, puisque je suis aussi surpris que nos auditeurs, que M. Soral soit parmi nous. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Alors, évidemment, je rejoins sans aucune surprise notre ami Vivien par rapport au rétablissement de la peine de mort. Hein, il y a un moyen pour empêcher les crimes, ce sont les peines, et quoi de plus dissuasif que la peine suprême, hein. Parce que pour moi, la clémence qui pardonne aux assassins n'est qu'une meurtrière. Et aujourd'hui, je pense qu'il serait bon que tous les assassins d'enfants aillent rejoindre Badinter ou Bad Tinder, hein, cher Alexandre, la prononciation, aillent rejoindre Badinter en enfer. Voilà, ce serait ça le but avec le rétablissement de la peine de mort. Il y a quand même quelque chose qui me frappe lorsqu'on écoute les émissions télé, et je parle même de notre chaîne, je vais pas dire amie, mais en tout cas alliée objectif CNews, qui est pourtant cataloguée comme une chaîne d'extrême droite. Dès que vous prononcez peine de mort, on a l'impression que tous les invités sur le plateau se raidissent et se crispent. Et il y en a un d'ailleurs qui a été pris au dépourvu par la déclaration d'un participant à l'enterrement de Philippine lorsqu'il a évoqué la peine de mort. C'est juste qu'il lui a pas coupé le micro. Et ça me choque parce que quand on regarde sur tous les plateaux télé qui va être pour la peine de mort, je crois que ça doit représenter entre 0 et 1%. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 60% des Français, si on faisait un référendum, et qui seraient pour la peine de mort. Il y a eu une évolution à ce niveau-là. François Mitterrand, il faut le dire, moi, c'est à vomir hein, ce qu'il a fait, mais il a quand même eu un certain courage, puisqu'il a aboli la peine de mort alors qu'il savait que la majorité du peuple français était pour. Il l'a même annoncé avant son élection, qui en plus était très très serré face à Giscard. Il y avait à l'époque, moi je me souviens quand j'étais jeune, jusqu'au milieu des années 90, il y avait une majorité de Français, à peu près 65%, donc 2 tiers du peuple, qui était favorable à la peine de mort. Et après, début 21e siècle, ça s'est un petit peu inversé, hein, l'idéologie gauchiste ayant propagé son poison dans les cerveaux, les jeunes cerveaux. Ça s'est carrément inversé, je crois, jusqu'à il y a une dizaine d'années. La tendance était légèrement contre la peine de mort, contre l'établissement de la peine de mort. Et là, depuis une dizaine d'années, ça s'est à nouveau inversé, je pense, devant la déferlante de barbarie. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup marqué le peuple français, ce sont les événements du 13 novembre 2015, hein, du Bataclan, entre autres. Il n'y a pas eu que ça, il y a aussi les terrasses canardées. Et je pense qu'entre autres, ça, plus la sauvagerie, l'ensauvagement de la société, ça a fait aussi basculer. Donc moi, je dirais aujourd'hui, la barbarie et la violence sont telles que je dirais même pas un œil pour un œil, enfin œil pour œil, dent pour dent, je dirais carrément une tête pour chaque dent. Voilà, il faut prendre des mesures d'exception. Et je pense que là, la situation est telle qu'il ne faut plus pinailler. Il ne faut pas hésiter. Alors nous, évidemment, c'est un fait, mais même des gens qui se sont ramollis ou qui ont fait marche arrière, comme Marine, comme Bardella, et même comme Éric Zemmour, qui se sont dégonflés en pleine campagne en disant « Oui, non, finalement, la peine de mort, oh, peut-être pas quand même. Bon, allez, perpétuité réelle, allez, c'est bon. » Non, là, c'est le moment ou jamais de durcir le ton, puisque le peuple français y serait favorable. Et par rapport à ça aussi, je voulais dire que j'ai beaucoup entendu un mot, moi qui suis très attentif à la sémantique, un mot que je déteste, c'est le mot récupération.
Hein, voilà, quelqu'un est mort, donc forcément l'extrême droite récupère, c'est tout juste s'ils n'ont pas débouché le champagne à entendre les gauchistes, et finalement ils s'emparent du fait divers, qui n'en est pas un, hein, parce qu'au bout de plusieurs, c'est plus un fait divers, c'est un phénomène de société récurrent. Eh bien, la gauche dit qu'on récupère. Alors, de toute façon, moi je dirais que la politique à la base, c'est de la récupération. Le législateur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare d'un problème récurrent pour faire une loi afin de supprimer ce problème. Donc la politique, par définition, c'est de la récupération. Et je termine, je vous promets d'être le plus rapide possible. Je voulais également signaler que je n'ai pas vu de tweet de Mbappé concernant la malheureuse Philippines. Et alors peut-être que, contrairement à Naël, elle n'était pas assez bronzée ou n'avait pas un casier judiciaire suffisamment garni. Et évidemment, qu'aurait été la réaction de la gauche si ça avait été, alors évidemment, ça aurait été condamnable, hein, mais si ça avait été un skinhead qui avait massacré une jeune maghrébine ou une jeune africaine, là, que n'aurait-on pas entendu de la part de l'extrême gauche? Et souvent, je dis ça, hein, souvent quand il y a ce genre de drame, mais finalement, ça n'arrive jamais. Hein. Finalement, ce sont toujours les mêmes victimes tuées par les mêmes bourreaux. Voilà, alors je sais qu'il ne faut pas essentialiser, hein, on n'est pas non plus généraliser, mais bon, enfin quand même, quand on regarde les statistiques, vous savez, les statistiques, ce n'est pas une opinion. Voilà, je pense avoir résumé un petit peu le fond de ma pensée et avec l'émotion qui est la mienne, puisque c'est quand même quelque chose de dramatique. Merci beaucoup Frédéric. Et non, vous n'avez pas été du tout long. Vous savez, c'est fait pour ça aussi notre bistrot, c'est fait pour les tirades. Et moi, j'avais vu la réaction de quoi s'appelle Sandrine Rousseau qui expliquait qu'il ne fallait pas, c'était pas choquant les OQTF et qu'il ne fallait pas être contre parce que globalement renvoyer ces potentiels violeurs et assassins dans leur pays, ça ferait que déplacer le problème puisqu'ils seraient toujours là et qu'ils attaqueraient les victimes des pays d'origine. Vous en pensez quoi de la réaction de Sandrine Rousseau, mon cher Victor? Hein, je pense qu'elle est symptomatique de ce déni, de cette politique de l'autruche que pratique la gauche à chaque fois qu'on évoque des crimes commis par des étrangers. C'est, pour rejoindre ce que dit Avali, tout ce concept complètement foireux de récupération, qui d'ailleurs ne choque pas la gauche lorsqu'il s'agit de récupérer la mort d'un enfant noyé dans la Méditerranée pour justifier une politique migratoire incontrôlable, mais qui d'un coup devient indécente lorsqu'il s'agit simplement pour les patriotes de constater que ce sont toujours les mêmes profils, ou presque, qui tuent des Français innocents n'ayant rien demandé à personne. Donc, Madame Rousseau s'inscrit dans cette continuité, c'est pas quelque chose de vraiment surprenant. De toute façon, elle appartient à la secte des écolos tarés qui nous annoncent tous les 4 matins que demain c'est l'apocalypse si on se met pas à manger du tofu et à faire du vélo. Donc, non, c'est sans commentaire, véritablement. Sans commentaire. En tout cas, Alice Coffin en a fait un qui m'a un peu exacerbé. Oui, Alice Coffin, elle est dans les mouvements féministes, dans les associations féministes, etc. Et elle a dit que globalement, il fallait plus, comment je pourrais dire, éduquer sur le féminisme parce que Philippine a été tuée parce que c'est une femme, ce qui est totalement hors sujet, puisque son assassin est marocain. Donc de toute façon, il n'aurait pas fait, voilà, il n'a pas fait l'éducation nationale en France. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Arnaud Mail, je me demande, est-ce que on en entend parler de ce genre d'histoire outre-Atlantique? Est-ce que vous en avez entendu parler en dehors d'Internet, évidemment, parce que vous suivez des médias français, mais est-ce on en parle de ces faits divers assez graves aux États-Unis? N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu. Ah, Arnaud Mille, vous m'entendez, Arnaud? On a perdu Arnaud. Petit problème de connexion peut-être aux États-Unis. Ouais, du coup, en attendant qu'Arnaud revienne, je vais laisser la. Ah, il m'explique que le bouton bleu ne marche pas. Arnaud, n'hésite pas à quitter l'appel et à revenir, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Donc, je vais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant que Arnaud arrive. Oui, Vivien, on a aussi eu la réaction. On a eu quand même plusieurs réactions que je trouve totalement indécentes. On avait eu Manon Aubry. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Manon Aubry, c'est celle qui est députée de la France Insoumise, qui a également réagi en disant, ah ben c'était elle justement aussi qui disait, comme Alice Coffin, que si elle avait été tuée, c'était parce que c'était une femme et donc il fallait éduquer. Vous pensez sincèrement que si Philippine a été tuée, c'est parce que c'est une femme ou parce qu'elle est blanche?
Non, mais bon, ces réactions, c'est toujours la même chose. C'est des bandes de dégénérés de gauchistes qui trouveront toujours des constats, des excuses pour protéger leur, leur protéger tout simplement non blanc. À un moment, moi, je m'arrête même plus sur ce genre de personnage. Parce que même, je le vois aujourd'hui, même un simple citoyen qui demande qui demande des constats, qui fait un constat, qui pose des questions ou qui demande des comptes sur l'insécurité ou tous les massacres en France, on est tout de suite catalogué de raciste. Donc en fait, ces gens sont des dégénérés. J'ai même pas envie de réagir sur ce genre de personnage parce qu'en fait, moi, j'ai envie qu'on s'en débarrasse. Faut totalement de se séparer de ces parasites. Une fois que le parti de la France sera au pouvoir, il faut carrément virer tous ces OQTF, virer tous ces personnages qui viennent des pays du tiers-monde et les gauchistes avec. Moi, je propose clairement un billet d'avion pour toutes ces personnes qui font ça. Et si on peut emmener des gauchistes avec, tous ces dégénérés de gauchistes, eh ben, j'en serais ravi. Alexandre, je voulais Oui, aussi dire, Frédéric. oui, excusez-moi, je vais être vraiment très bref. Euh, Par rapport à ce que dit Vivien, je voulais rebondir parce que ce qu'il a dit est très juste en parlant des OQTF. Les gens à la télé disent oui, mais c'est compliqué, oui, mais ça coûte 13 000 euros. Alors peut-être le billet d'avion pour Anne-Sophie Lapix quand elle part avec son jet privé, voyage en jet privé avec son mari, son amant milliardaire. Moi, je voulais parler d'un truc qui m'a quand même frappé hein, en tant que Parisien. J'ai vu, enfin, j'ai eu la chance quand même d'être absent la plupart du temps, mais au mois d'août, pendant les Jeux Olympiques de Paris, vous vous souvenez, Alexandre, on avait un petit peu raillé, enfin, c'était un petit peu dit, oh là là, ça va être une catastrophe, ces Jeux Olympiques, ça va être Police Academy, enfin, ça va être une vraie catastrophe, une humiliation française en direct, en Mondovision. Et en fait, pas du tout. La sécurité a été bien tenue, la criminalité, la délinquance ont baissé environ de 50% par rapport à la moyenne, je dirais, parisienne des 2, 3 dernières années. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont mis des moyens, ils ont augmenté d'environ 20-25% les effectifs des forces de l'ordre, ce qui veut dire que tout est une question de volonté politique. Quand on veut, on peut. Alors, personnellement, je préférerais que on mette ces efforts au service de jeunes filles sans défense pour les protéger plutôt que d'athlètes unijambistes. Voilà, si vous me permettez un petit, enfin, voilà, cette petite comparaison peut-être pas très heureuse, mais en tout cas, c'est le fond de ma pensée. Oui, effectivement, ça prouve que c'est pas une question d'ingérence, mais bien de volonté ou d'absence de volonté en temps normal. J'aimerais revenir Allez-y, Victor. sur ce qu'a dit Vivien tout à l'heure, où il disait qu'il ne relevait même plus ces gauchistes complètement tarés, qui, dès que vous soulevez une simple question sur la sécurité ou l'ordre ou même la propreté dans une ville, vous cataloguent directement comme étant un méchant fasciste. C'est que un constat que j'ai fait, qui me frappe de plus en plus, il suffit de regarder les réseaux sociaux dans la foulée de réactions ayant suivi la mort de Philippine, pour constater que il y a toute une fraction de la population avec qui la société n'est juste plus possible. On ne peut plus faire société avec ces gens-là. On voit des gens qui se mettent à dire oui, mais bon, j'ai quand même du mal à faire preuve de compassion parce que c'était une jeune fille issue d'une famille catho-tradie et tout. C'est des gens qui menacent les droits LGBT, etc. Enfin, la France est complètement morcelée de luttes de minorités, de luttes communautaires. Il n'y a plus du tout d'idéal national, de thèmes nationaux rassembleurs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et là je m'adresse à des gens qui ne sont pas forcément qui ne partagent pas forcément toutes nos conclusions, qui ne sont pas forcément de notre camp politique de prime abord, en particulier les milieux d'affaires et consorts, qui ont pour priorité les indicatifs économiques, les indicateurs économiques, c'est que comment voulez-vous qu'un pays comme la France se maintienne dans l'histoire, qu'il garde une destinée pérenne dans l'histoire sans cohésion? Et il y a réellement un problème de cohésion dans ce pays, et c'est pour ça que nous devons et que nous allons prendre le pouvoir, que notre famille politique doit prendre le pouvoir, car il n'y aura tout simplement plus de nation française à ce rythme dans 20 ans. Et ça veut dire plus de contribuables, ça veut dire plus d'administration. Enfin, les clivages purement politiques vont être dépassés par la déferlante du morcellement et de la guerre civile qui se prépare sur ce territoire. Nous sommes le dernier recours. Et là, je pense que
c'est un avertissement qui est amené à résonner, c'est que nous sommes réellement, les idées du Parti de la France, les idées dans le droit national, sont le dernier recours. Et pas qu'en France, en Occident, dans l'ensemble des pays qui sont touchés par ces problématiques, il va y avoir un moment où il va falloir prendre une décision. C'est soit vous continuez de faire la politique de l'autruche et vous laissez le chaos se développer en vous disant que de toute façon, ce sera vos successeurs qui devront gérer les conséquences de vos choix débilitants. Je rappelle que la France, en 2024, ça fait exactement 50 ans depuis 1974 qu'elle n'a pas eu un budget à l'équilibre, que les gabegies gauchistes ont coulé ce pays, car forcément, quand c'est de l'argent public, on se dit que ça appartient à personne, avec également tout un tas de conséquences, dont la sécurité, dont fait partie la mort de Philippines. Et là, réellement, vous allez être responsable face à l'histoire. Soit vous réagissez maintenant et vous admettez vous êtes trompé, vous nous foutez au pouvoir, soit vous allez mourir, en fait, vous allez disparaître. Il n'y a pas d'issue. Hein. Je rigole toujours des discours hors sol de certains qui pensent pouvoir échapper à des réalités bassement matérielles qui ne concernent que les sans-dents, les populeux, le peuple, etc. Parce que eux-mêmes vont le subir. Je vis actuellement dans un pays du tiers-monde. Je ne dirais pas lesquels pour raison de confidentialité, mais je vois ce que les dynamiques à l'œuvre, les masses du tiers-monde et le ressentiment qu'elles ont vis-à-vis de l'Occident. Soit vous réagissez très rapidement et vous gardez votre posture de supériorité, soit vous allez vous faire bouffer. Vous serez pire que des esclaves ensuite. Parce qu'on est face à des gens qui, spoiler alert, ne sont pas chrétiens. Donc n'auront même pas la décence de vouloir améliorer les droits des minorités conquises. Je rappelle que les Blancs ne sont plus que 8% de la population mondiale. Il est temps désormais de vous demander où est votre place. Et malheureusement, je pense que, même si ça peut vous déplaire, elle est dans le camp des Blancs, que vous le vouliez ou non, parce que de facto, c'est ce que vous êtes, que vous soyez de gauche ou d'extrême droite. Merci beaucoup, Victor, pour votre réponse et effectivement pour votre témoignage du fait que vous venez du terrain, que vous habitez actuellement dans le tiers-monde. Et justement, Arnaud, vous avez eu un petit problème de bouton bleu tout à l'heure. Ça s'est amélioré, je crois. Oui, tout à fait. Tu m'entends maintenant? Parfait. Je t'entends. Ok. Mais évidemment, moi, je suis attristé d'un énième fait divers qui finalement devient de plus en plus récurrent, puisqu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet, j'ai l'impression que c'est un OQTF qui est impliqué à chaque fois. Au niveau des solutions, je pense qu'il faut parler des solutions. Et parce que le problème avec le Marocain en question est qu'il n'était pas expulsable vers le Maroc parce que le Maroc ne voulait pas le récupérer, si j'ai bien compris, ne voulait pas lui donner un laissez-passer consulaire, afin qu'on puisse le mettre dans l'avion direction le Maroc. Et en fait, il y a deux solutions pour ce genre de problème. La solution américaine, quand Donald Trump était président, notamment avec les criminels issus des petits pays d'Amérique centrale, Guatemala, Nicaragua, Honduras, etc., ça a été de leur couper les aides au développement. C'est des pays qui reçoivent énormément d'argent d'aide au développement. La France paye énormément d'argent d'aide au développement aussi. Il y a beaucoup de pays africains. Il y a notamment eu une polémique cette semaine autour des propos de Sarah Knafo qui mentionnait 800 millions d'euros d'aide à l'Algérie. Bon, de ce que j'ai pu creuser de mon côté, en fait, entre 2018 et 2022, c'était 588 millions au total. Bon, on peut évidemment leur dire, voilà, vous récupérez vos criminels ou on arrête les aides au développement. Et ça avait marché à l'époque Trump, entre 2016 et 2020, avec les pays d'Amérique centrale. Une autre solution peut être aussi d'expulser ces gens-là vers un pays tiers. C'est ce que le Royaume-Uni avait décidé il y a 2 ans, c'était d'expulser les sans-papiers, tout ça, vers le Rwanda, avec un accord avec le Rwanda, dans lequel le Royaume-Uni allait fournir des moyens financiers, des aides spéciales pour le développement, et en contrepartie, ils envoyaient toute l'équipe là-bas. Bien sûr, cette mesure a été annulée par le gouvernement travailliste qui a pris le pouvoir récemment au Royaume-Uni, mais je pense que c'est deux solutions qui me paraissent très, très raisonnables et applicables rapidement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée de trouver un pays tiers assez lointain, évidemment, on ne va pas prendre Andorre ou la Belgique, prendre un pays tiers qui est assez lointain, négocier un accord avec eux et éventuellement envoyer tous les OQTF dans ce pays-là. Et étant donné qu'une fois qu'ils arrivent dans ce pays-là, leur pays d'origine va les récupérer. Aussi, suspendre les aides au développement à tous les pays qui refusent de récupérer leurs OQTF. Je vois pas, déjà, je ne comprends même pas comment un pays comme la France, aussi endetté, en difficulté financière, continue de fournir des aides au développement, mais ça me paraît être une vraie bonne raison de couper ça en priorité
à certains pays qui finalement ne prennent pas leurs responsabilités en récupérant leurs ressortissants criminels. Après, je voudrais rebondir sur les mesures qu'a annoncé Arnaud. Je pense que c'est des bonnes mesures, mais moi je rajouterais qu'il faut interdire déjà l'interdiction de tous les transferts internationaux de la France vers ces pays, hein, tout l'argent que ces pourritures d'immigrés envoient à leurs familles là-bas, hein, rester au pays. Et puis ne pas oublier des fois peut-être de suspendre immédiatement tous les visas, hein, de tous ces ressortissants des pays concernés, que ce soit les visas touristes, études et affaires, etc. Donc voilà, je pense que ça fait partie aussi des mesures qu'on peut prendre immédiatement contre ces ressortissants sous OQTF. Oui, je Oui, suis tout à assez fait. d'accord. Allez-y. Oui, je suis assez d'accord. C'est effectivement, surtout que quand on regarde, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France qui viennent de pays subsahariens ou du Maghreb. Et donc, c'est vrai que déjà couper les visas étudiants, les visas de tourisme, etc., ça peut être aussi une troisième solution. Mais pourquoi pas appliquer les trois, en fait? Je veux dire, à partir du moment où on prend conscience que dans les faits divers, il y a quand même énormément d'OQTF. Je ne sais pas combien il y a d'OQTF en France, mais j'ai l'impression que c'est la majorité des faits divers sordides des 2-3 dernières années. Donc, à un moment, il faut prendre le problème à bras le corps. Et effectivement, il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas si difficiles à mettre en place et qui sont a priori compatibles avec les règles européennes et le droit, etc. Donc, effectivement, oui, autant aussi faire pression sur les visas. Effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, il faudrait bien que les OQTF soient remigrés, et qu'il n'y aurait pas que d'ailleurs à remigrer, je pense. Donc pour ceux qui seront disponibles, je vous rappelle que le dimanche 29 septembre, il y aura un rassemblement justement à Paris pour soutenir Philippine, qui nous a malheureusement quittés. Ce sera à 15 heures, place d'Enfer. Euh, Oui, Alexandre, si je peux allez-y bien. rajouter quelque chose, il y a vu un truc qui a été partagé par Thomas aujourd'hui, une réaction de Jérémy Bouy par rapport aux personnes qui disent, par rapport quand dans les membres de notre famille, nos belles-mères, enfin bref, toutes les personnes que on connaît de notre entourage, qui disent qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Il faudrait leur faire visualiser l'image, hein, de la famille, qui regarde le cercueil de Philippine qui a été violée, mutilée et enterrée, dans un bois par ce Marocain. Donc je pense que ça pourrait être aussi, j'espère un électrochoc pour toutes ces personnes qui appellent à faire barrage à notre camp, alors que nous avons les solutions. Et si les gauchistes pensent qu'ils sont immunisés face, face à tous ces prédateurs, face à tous ces pourritures, une fois que, et je ne l'espère pas, la disparition des Blancs dans ce pays, je ne pense pas qu'ils seront immunisés, ils s'occuperont d'eux. Donc peut-être qu'un jour, si ça arrive à ces gens-là, que leur mère, leur frère, leur sœur se fassent violer et tuer, bah, qu'ils n'auront pas pleuré tout simplement. Et je l'ai rappelé cette semaine parce que j'ai participé à un débat sur comment on appelle ça, l'intégration des étrangers dans la société. À chaque fois qu'on me disait que j'étais raciste, mais je leur ai juste rappelé ça et ça leur fait pas de mal des fois d'entendre ça parce que ils sont complètement déconnectés de la réalité. Je me demande vraiment s'ils sont sur le même monde que nous. Ils doivent être dans un monde virtuel en fait, c'est dégénéré. Vivien, ce que tu dis est très juste. Malheureusement, je pense que ces gens-là sont irrécupérables et même si ça leur, ils ne font même la barbarie, hein, même si on avait montré le corps mutilé de Philippines, ce que je ne souhaite pas de toute façon, à ces gens-là, ils n'auraient même pas voulu voir le lien avec l'immigration. Ils auraient dit que non, en fait, c'était la pauvreté, peut-être qu'elle l'avait pris de haut. Enfin, ces gens-là sont irrécupérables idéologiquement. Pour preuve, il y a beaucoup de parents de victimes du Bataclan. Il y en a un qui a sorti le truc d'une débilité, la formule, mais d'une nullité. Vous n'aurez pas ma haine. Il y a des gens parmi eux qui sont irrécupérables. Donc, alors après, oui, Vivien, tu as raison. Une portion de ces gens-là serait peut-être un peu plus sensible si ça arrivait à quelqu'un de leur entourage, ce que bien évidemment nous ne souhaitons pas. Mais il y a quand même des gens comme tous les nervis gauchistes enfin, en Nouveau Front Populaire, NUPES, etc., etc. Ces gens-là ne feraient même pas le lien avec l'immigration. Enfin, ces gens-là ont des cerveaux malades, pour reprendre une formule qui avait été appliquée à un des meilleurs amis de notre invité surprise.
Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais je voulais quand même lire le communiqué de Thomas Joly, qui me paraît très important, vu que c'est le président du Parti de la France. Et justement, ce président nous a donné le communiqué suivant. Comme une évidence, le principal suspect du meurtre atroce de la jeune Philippine est un violeur marocain récidiviste sous OQTF. Avant même que l'info soit diffusée, tout le monde se doutait déjà du profil de son assassin. Ce sont toujours les mêmes. Plus que jamais, le slogan du Parti de la France, donnons un avenir aux enfants blancs, est d'actualité. Des Français de souche se font massacrer quasiment tous les jours par des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol, avec la complicité active du pouvoir en place et de la justice. Pour que cela cesse, il faut un changement politique radical et une union nationale de conviction qui arrive aux manettes. Il faut trancher des têtes, construire des prisons et remplir des charters. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Ainsi, par là, Thomas Joly, le président du Parti de la France, concernant cette terrible affaire. Ah, je vois qu'Alain Soral voulait réagir, je vois que votre micro est... Allez-y. Je ne pense pas que la solution soit de tous les mettre dans un charter et les envoyer dans un pays du tiers-monde. Hein, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on les renvoie à l'expéditeur. Hein, et c'est là qu'il faut réfléchir, il faut faire un effort. C'est-à-dire, pour moi, c'est forcément Israël. Je vous rappelle quand même que rien n'arrive au hasard, que cette malheureuse victime s'appelle Philippine, hein, qui, je le rappelle, étymologiquement renvoie à Philistin, au peuple philistin, qui, je le rappelle, il faut le savoir, c'est le peuple historiquement ennemi d'Israël. Hein. Donc par là, Israël, ou le peuple qui n'existe pas, j'ai envie de dire, fait d'une pierre deux coups, puisque d'une part, il dévie l'attention de ce qui se passe actuellement au sud Liban et à Gaza, et d'autre part, ils envoient un message à ceux qui soutiendraient la Palestine en France. Hein, c'est-à-dire, voilà, ne touchez pas à ce qu'on fait en Israël, sinon vous finirez comme Philippines. Pour moi, c'est évident. Hein. Ils n'ont pas tué une Laura, une je ne sais quoi, elle s'appelle Philippine, ce qui renvoie à Philistin. Hein, voilà. Effectivement, Celle qui a allez-y, tué, Vivien. celle qui a tué Lola, ça revient à qui alors? Enfin, moi je rentre C'était pas comment dans son ce nom, genre de Dabia? complot. C'est Dabia, je Dabia, crois, je sais plus son nom. elle a été également manipulée. Hein. Il faut bien lire le compte-rendu d'enquête. Hein. Elle Elles était arrivent sur sous le territoire envoûtement, français, sont elle parlait manipulées. de diablerie, de choses qui renvoient à des choses religieuses. Or, cette fille n'était pas religieuse. Hein. Donc, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Elle a été victime d'un sacrifice rituel. Hein. Or, les sacrifices rituels, hein, pareil, encore une fois, quand on regarde l'histoire, hein, c'est toujours la même page, j'ai envie de dire. Oui, non, effectivement, enfin, la Soral, vous savez on respecte votre point de vue, mais nous ne partageons pas le même. Mais je suis obligé d'avancer sur les sujets, vous savez, parce que sinon, on va terminer à minuit. On va terminer à minuit et on a beaucoup de sujets à aborder. Il n'y en a pas qu'en France des sujets d'actualité. Il y a également le continent américain. Le continent américain, il se passe beaucoup de choses. On va parler de la principale puissance du continent américain, à savoir les États-Unis. Et là, évidemment, Arnaud Mide, vous allez être, comment je peux dire, être mis à l'honneur. Qu'est-ce que vous répondez aux sondages qui mettent Kamala Harris au-dessus de Donald Trump pour ces futures élections qui auront lieu de quelques mois? Alors, concernant les sondages, si vous vous intéressez à la politique américaine, je vous recommande le site internet realclearpolling.com, qui est un site internet qui regroupe tous les sondages sur tous les sujets, donc la politique nationale, la politique locale, etc. Et donc là, j'ai devant moi les derniers sondages donc, qui sont sortis sur les dernières semaines, donc depuis le 11 septembre. Et on voit qu'en moyenne sur les sondages, Kamala Harris est 2 points devant Donald Trump. Mais il faut nuancer tout ça. Première chose, la plupart des instituts de sondage ont un biais pro-démocrate. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, les deux instituts de sondage qui sont les plus réalistes, Rasmussen Reports et Atlas Intel, sont les deux seuls qui mettent Donald Trump gagnant, mais c'est ceux qui ont le meilleur historique en fait au niveau de leurs prédictions. Et un troisième point à mettre en avant, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, c'est un collège électoral et donc le vote populaire n'est pas vraiment important. Vous pouvez avoir moins de votes qu'un autre candidat et c'est pourtant vous qui gagnez. C'est possible. Le système américain, en fait, fonctionne très simplement. Les États-Unis sont une fédération, il y a 50 États et chaque État élit des grands électeurs qui votent pour le président. Donc pour Kamala Harris, pour Donald Trump ou pour un des petits candidats marginaux
parti libertarien, parti green, etc. Ce qui se passe, c'est que les petits États tous les États américains ont 2 délégués d'office à la base, et après, ils ont d'autres délégués qui sont ajoutés en fonction de leur population. Donc, un État très peu peuplé va avoir au moins 3 délégués, 2 de base et 1 parce qu'il est peu peuplé. Un État comme la Californie va en avoir énormément, puisque la Californie est aux alentours de 40 millions d'habitants. Il se trouve que Donald Trump est donné gagnant dans la majorité des États, et avec un compte total du nombre de délégués qui, pour le moment, laisse à penser que même avec 2 points d'écart de Harris, il sera en mesure de gagner. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour ces précisions effectivement sur les élections américaines. Je ne sais pas si vous souhaitez aussi réagir à résident sur le sol français, mais effectivement, les élections américaines nous intéressent d'autant plus que ça pourrait être peut-être un exemple. Frédéric Cavalier, vous voulez réagir? Alors moi je dis que il faut se méfier. Même un singe peut tomber d'un arbre et Kamala Harris n'est donc pas assurée à 100% d'être élue. Il y a toujours eu de très grosses surprises en politique. Enfin toujours non, hélas, mais il y en a eu quelques-unes, notamment l'élection en 2016. Moi j'avais une question à Arnaud, notre spécialiste américain. Alors, ne vous méprenez pas, hein, moi j'aime bien Donald Trump pour 2 raisons. La première, c'est que même s'il ne fait rien, son élection fera toujours enrager les gauchistes du monde entier, donc rien que ça, c'est jubilatoire. Et deuxièmement, avec lui, ça a été le seul président depuis, je crois, alors je peux peut-être me tromper, je ne sais pas si c'est Gerald Ford, mais en tout cas, depuis que je suis la politique américaine, c'est la première fois que ça arrivait, il n'y a pas eu un seul conflit armé. Voilà. Tout à fait. Donc rien que pour ces 2 raisons-là, moi j'aime bien Donald Trump. Après voilà, faut se calmer aussi. Si c'était le dirigeant que fantasmaient certains éditorialistes, notamment de LCI, il aurait quand même noyé dans le sang Black Lives Matter. Il aurait fait sortir de prison le entre guillemets meurtrier de Floyd. Hein. Mais moi la question que je voulais te poser, Arnaud, même si je me réjouirais de l'élection de Donald Trump, je pense que Kamala Harris, objectivement, je la trouve mais vraiment très mauvaise. Biden, je le trouvais très mauvais, même si là, c'est de pire en pire. Et je me dis que, à mon avis, n'importe quel tocard républicain aurait 90% de chances de gagner par 60 à 40. Ma question est-ce que malgré tout, Donald Trump n'est pas trop clivant, hein, par exemple, est-ce que s'il y avait une primaire, est-ce que ce serait pas mieux par stratégie de choisir plutôt Éric Ciotti que Thomas Joly? Excuse-moi Thomas, c'est une provocation, je plaisante. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un républicain un petit peu dur, mais pas trop, qui aurait eu plus de chances que Donald Trump d'écraser et d'humilier, ridiculiser les démocrates? Voilà. Et spécifiquement cette candidate d'une nullité affligeante. Oui, alors sur Kamala Harris, sur sa nullité, ça c'est clair et net. Hein. C'est quelqu'un en fait qui a bénéficié en fait d'élections faciles toute sa vie. Elle a eu des postes par élection avec des élections qui sont facilement gagnables. Par exemple, procureur en Californie, aux États-Unis, les procureurs sont élus. Bon, dans un État démocrate, vous présentez à peu près n'importe qui avec l'étiquette démocrate, il est élu. Pareil au Sénat, elle a été sénatrice fédérale représentant la Californie. C'est pareil, c'est très très facile à être élu. C'est quelqu'un qui n'a jamais démontré de vraies compétences propres. Donc ça, elle est nulle, on est d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle évite de faire des interviews et qu'elle fait très peu de meetings. Comme ça permet de maîtriser sa parole. Elle a fait une interview récemment sur CNN où on lui a passé les plats. Les questions étaient vraiment très très simples, très gentilles. La journaliste ne cherchait pas la petite bête, elle ne cherchait pas à pousser. Alors que pendant ce temps-là, on a un Donald Trump qui fait le tour des plateaux télé, qui va voir des jeunes podcasteurs. Il a fait de nombreux podcasts ici aux États-Unis. Parfois des podcasts qui sont un peu surprenants avec un des frères Paul qui est un influenceur très célèbre, avec Theo Von aussi qui est un influenceur très célèbre. Donc c'est sûr qu'il y a 2 styles de campagne différents. Kamala Harris préfère une campagne où on lui pose des questions qui sont écrites à l'avance parce qu'elle est nulle, ça c'est clair et net. Après, pour revenir à ta question sur est-ce que Donald Trump il est clivant ou pas, évidemment Donald Trump est une personnalité clivante. Mais il faut savoir qu'il est très, très, très populaire parmi les républicains.
c'est vraiment la personnalité politique la plus populaire. Et c'est pour ça qu'il a gagné la primaire des Républicains il y a quelques mois, haut la main, vraiment haut la main. Et le côté clivant de Trump est à nuancer parce qu'il est paradoxalement moins clivant aujourd'hui qu'il l'était en 2016, pour plusieurs raisons. D'abord, il a été président pendant 4 ans. Donc, en 2015, quand les médias de gauche tiraient la sonnette d'alarme en disant il est fou, il va faire une guerre mondiale, etc., des discours qu'on a entendus aussi relayés dans les médias français. Bon, les gens d'expérience, ils voient que quand Trump était là, comme tu le mentionnais, il n'y a pas eu de nouveaux conflits extérieurs. Il y a eu même des belles, des choses assez belles d'organiser. Par exemple, le rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes. Bon, si c'était quand même les accords d'Abraham, ça reste quand même quelque chose au niveau géopolitique d'assez surprenant. La reprise des négociations avec la Corée du Nord, c'est quand même le premier président américain depuis 1953 à discuter directement avec un dirigeant nord-coréen. Donc, les gens aujourd'hui ont moins peur d'une potentielle présidence de Donald Trump en se disant bon, il a déjà été là 4 ans et ça n'a pas été ce qu'on nous a annoncé. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que Donald Trump, paradoxalement, je dirais qu'il permet de clarifier la ligne politique de nombreux acteurs ici aux États-Unis. Vous avez des gens comme Dick Cheney. Dick Cheney, c'est l'ancien vice-président de George Bush, donc la période 2001-2009. Il y a eu un très bon film sur lui d'ailleurs. Oui, le film Vice de Adam McKay avec Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney, effectivement. Dick Cheney, républicain, 100% républicain, mais aussi 100% mondialiste, il soutient ouvertement Kamala Harris. Paradoxalement, on a des personnalités démocrates qui sont connues pour leur patriotisme, comme Robert Kennedy Jr., donc, qui est le neveu du président Kennedy assassiné et qui est le fils de l'ancien procureur général Kennedy qui a aussi été assassiné. Il a rejoint Donald Trump récemment. D'autres démocrates de premier plan, comme Tulsi Gabbard, qui est une femme militaire de réserve qui a été au Congrès, qui est une personnalité très, très décorée, dont on ne peut pas du tout douter du patriotisme, qui a rejoint Donald Trump en disant, voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Donald Trump propose, mais on n'a pas le choix, en fait, considérant la candidate démocrate. Donc, paradoxalement, Trump, en fait, il est moins clivant que ce qu'on a vu en 2016 et surtout en 2020. Voilà. Merci pour ta réponse, Arnaud. Moi, ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'ils ont quand même bourré les urnes pour lui faire barrage. Il y a une propagande ignoble dans tout l'Occident pour lui faire barrage. Donc, il y a quand même quelque chose qui dérange chez lui. Mais ma question, en fait, c'était savoir, est-ce qu'il n'y a pas un républicain, enfin, tu vois ce que je veux dire, un néoconservateur républicain, peu importe, tu connais mieux que moi les termes, mais un républicain, entre guillemets, un peu plus modéré, même si moi, ça me va bien, la ligne trumpiste, et j'irai même au-delà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un républicain un petit peu moins épouvantail, qui aurait eu plus de chances d'éclater cette incompétente de Harris, et en même temps, comme dirait Macron, de faire une vraie politique de droite américaine. Tu vois ce que je veux dire? Le souci, si tu veux, c'est qu'il y a eu la primaire des Républicains. Donald Trump s'est présenté, il y avait de nombreux autres candidats, et soit ils ont jeté l'éponge, soit ils se sont ridiculisés, en fait. Puisque si vous vous souvenez, il y a quelques mois, la primaire des Républicains, donc bien sûr, il y avait Donald Trump, qui est une icône culturelle ici aux États-Unis, qui est milliardaire, qui est entrepreneur, qui était une star de la télé aussi, donc vraiment une personnalité à part. Mais il y avait aussi Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui finalement n'a pas su générer un mouvement autour de lui au sein des Républicains. Il y a eu Nikki Haley qui vient de Caroline du Sud et qui a été l'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, qui est très proche des néoconservateurs et des tendances, on va dire, globalistes, mondialistes. Elle s'est ridiculisée à la primaire. Elle n'a même pas gagné l'État de Caroline du Sud, duquel elle est originaire et dont elle a été gouverneure. Bon, il y avait Chris Christie, qui est une personnalité, un ancien gouverneur du New Jersey, mais quelqu'un qui est assez fade, qui a abandonné. Mike Pence, l'ancien vice-président, qui a tenté de faire quelque chose, mais qui a abandonné tout de suite.
Tim Scott, qui est un Africain-américain, c'était le premier sénateur noir du Parti républicain, qui est sénateur de Caroline du Sud, qui n'a pas su générer aussi un mouvement derrière lui. Doug Burgum, qui est le gouverneur du Dakota du Nord, pareil, peu convaincant en fait en débat. La vraie révélation des primaires des Républicains, ça a été Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, c'est une personne d'origine indienne, indienne de l'Inde, hein, pas de confusion avec les Amérindiens. Donc c'est d'origine indienne qui est né aux États-Unis et qui a eu une position à la fois très populiste et très libertarienne au niveau économique. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans les biotechnologies et il avait des propositions assez chocs. Il a réussi à générer un mouvement derrière lui, proposer par exemple de virer un fonctionnaire fédéral sur 2, de fermer tout un tas d'agences fédérales, etc. Et puis finalement, il s'est retiré en disant bon, de toute façon, c'est Donald Trump qui nous représente le plus en fait. Donc si tu veux, pour répondre à ta question, parmi les 7 candidats que j'ai cités, je ne vois pas qui. Enfin, ils ont été testés à la primaire, quoi, en fait, et ils n'ont pas su convaincre, en fait. Merci. Ah, allez-y. Non, j'ai cru que vous alliez rajouter quelque chose. Merci beaucoup Arnaud, effectivement, sur ces précisions. Et on espère que les résultats ne seront pas truqués comme potentiellement en 2020. On va quitter les États-Unis. Allez-y, Arnaud. Juste une précision sur le système électoral américain. Il faut savoir que le système électoral américain, c'est au niveau de la façon de voter, c'est surprenant. Il y a des choses qui sont incroyables. Certains États, dont la Californie, vous n'avez pas besoin de fournir une pièce d'identité prouvant votre nationalité. Dans d'autres États, comme dans le Minnesota par exemple, les personnes illégalement aux États-Unis peuvent obtenir un permis de conduire local en montrant leur passeport étranger, ce qui leur permet de s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez venir dans certains États, vous pouvez venir avec des gens au bureau de vote et dire ben moi je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit et lui je le connais, il habite là. Et ça permet à la personne de voter, c'est ce qu'on appelle le vote sharing. Il y a aussi les collectes de bulletins, où par exemple des associations vont aller dans les maisons de retraite collecter des bulletins, vont aller dans les foyers de sans-abri ou aux distributions de nourriture pour aller récupérer des bulletins. Vous pouvez voter par courrier. Il y a certains États où vous devez demander de recevoir, vous devez créer un courrier avec un formulaire en disant je veux voter par correspondance. Et dans ce cas-là, on vous envoie un bulletin. Mais il y a certains États où on ne vous demande même pas votre avis, on vous envoie un bulletin. Donc tout ça cause de nombreux problèmes en fait. On peut avoir énormément de soupçons sur la régularité des élections dans certains États. Il y a aussi un truc à ajouter, c'est que dans certains États, le vote a déjà commencé. Il y a certains États où la période électorale, c'est de 6 semaines. C'est-à-dire que les urnes sont ouvertes pendant 6 semaines, les gens peuvent voter par courrier pendant 6 semaines. Donc rappelez-vous que l'élection est le premier mardi de novembre, et dans certains États, on vote déjà aujourd'hui. Donc vous voyez, on est très loin des standards français en matière électorale dans certains États américains. Ah, merci beaucoup pour cette précision, effectivement, sur les différentes manières de voter et les différents délais. C'est très intéressant, c'est quelque chose que je ne savais pas forcément. Donc merci beaucoup Arnaud. On va quitter les États-Unis quelques instants, mais on va y revenir assez vite. On va aller un petit peu à l'autre bout du monde. On va parler aujourd'hui un petit peu du Liban. Vous savez qu'il y a eu quand même un embrasement au Liban, des tours, des bâtiments, des immeubles qui s'effondrent. Donc je voudrais poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Liban, Pierre Cassan ? Bonsoir les amis. Alors moi je suis très content. Je ne sais pas si vous avez vu les informations, mais Hassan Nasrallah aurait été visé par un missile, plusieurs missiles même de Tsahal, et à l'heure actuelle, son sort est incertain. Alors moi, je suis content. Rima Hassan, je pense un peu moins. Et j'en connais un en Suisse qui doit avoir les chocottes, vu que c'est le dernier leader un peu islamiste sur la liste d'Israël. Donc moi, je serai à la place d'Alain Soral. Je verrouillerai bien mes serrures le soir. Mais je suis très content, j'ai pris un apéro pour fêter ça. Comme dit des proches, moi j'ai repris des moules. Excellent, excellent. Et oui, vous avez peut-être compris que ce n'était pas vraiment Alain Soral depuis le début, mais c'est effectivement le youtubeur Daldek, que vous connaissez peut-être. Nos deux chaînes ont pas mal d'abonnés en commun. Donc bonsoir Daldek, merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Bonsoir.
Ça fait plaisir aussi. Merci de l'invitation. Et Ah bah, avec grand plaisir. Daldec, vous avez vu, il s'est imité plein de voix. Il s'est imité Alain Soral, Pierre Cassand, Henri Lescayes, tellement de voix du monde, des membres du milieu. Peut-être un jour Thomas Joly. Peut-être que vous allez le voir. Thomas Joly, c'est plus compliqué. Plus compliqué, je comprends. Il y a Pierre Il Nicolas doit- Nips qui sait très bien imiter, entre guillemets, Thomas Joly. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, ils ont juste la même voix. Mais ça marche. Et du coup, pour petite annonce, Daldec sera présent à tous nos bistrots du Parti de la France et à chaque fois, il fera une voix différente où il commentera l'actualité avec son personnage. Bien évidemment, on sait que c'est maintenant du second degré. C'était un petit piège. Je pourrais même remplacer Pierre si jamais il est malade. Je peux prendre sa place, il n'y a pas de problème. Il prendrait la mouche, c'est un invité régulier de nos émissions, Pierre Cassand. C'est un ami. Inviter les deux, ça peut être amusant. Il peut venir, Jean-Marie Le Pen, ce soir ou pas? Écoutez, c'est un peu compliqué, voyez-vous. Je suis un peu au bout du rouleau. J'en ai marre de voir des Arabes. Donc, je pense que je vais rejoindre le paradis blanc tantôt. Non, Tantôt, expression bourguignonne en plus, tantôt. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc effectivement, oui, c'était bien Daldec depuis le début. Sa chaîne sera dans la description. D'ailleurs, il a sorti une vidéo, je crois, il y a 5 jours, dans la peau d'Alain Soral, bande-annonce, si je ne fais pas de bêtises. Il faut le savoir. Donc je vous invite bien évidemment à aller vous abonner, il y aura le lien dans la description tout en haut. C'est beaucoup de vidéos en lien avec la fachosphère, la dissidence. Ah là, ce sont des terribles méchants, ceux-là. Ce sont des terribles méchants. Thème inépuisable, oui, beaucoup de potentiel. Pierre Cassand, très très beau. Hein. Moi, j'ai cru que c'était le vrai au début. Hein. Je me suis dit, mais que fait Pierre Cassand à parler du Liban? Mais non, excellent. Bon, bah maintenant, Daldec peut parler maintenant en son nom, en tant que Daldec, en tant que vidéaste dans notre milieu. Mais si vous voulez, vous pouvez répondre premier degré à la question, Daldec. Alors, ce qui se passe au Liban, ce Moyen-Orient, j'ai envie de dire, c'était la Suisse du Moyen-Orient à l'époque, qui maintenant se retrouve piégée dans ce conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de la situation là-bas actuellement? Moi, j'ai pas vraiment d'avis, je suis pas du tout spécialiste de la question. Sur court terme, c'est l'élimination des chefs du Hezbollah et du Hamas. On ne peut que l'applaudir, mais sur le long terme, voilà, c'est une hydre sans fin. Et bon, malheureusement, plus on les tue, plus ils se radicalisent et plus voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, quoi. À moins vraiment qu'Israël fasse le boulot jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, ça, voilà, c'est un peu génocidaire aussi, du coup, quand on tue trop de monde, c'est le problème. Et ouais, effectivement. Et vous pensez qu'Israël pourrait aller jusqu'au bout, Vivien? Non. C'est un conflit que je suis de très loin parce que c'est un conflit qu'il faut avancer sur des œufs, avec surtout en France quand on s'exprime sur ce sujet. Mais j'ai vu que Macron refusait que le Liban devienne un nouveau Gaza. Donc voilà, il est en train de faire, il s'en est pris plein la tête là par une personne en disant qu'il était l'allié d'Israël, qu'il avait du sang sur les mains. Donc voilà, par rapport à une femme quand il s'est déplacé au Canada. Donc voilà, j'ai suivi ça de très loin, ce conflit, parce que déjà j'en ai un peu marre aussi qu'on apporte ce conflit sur le territoire français. Donc je m'en intéresse de très loin malheureusement. Oui, effectivement. Bon, je crois qu'on est beaucoup de milieux, on est beaucoup de nationalistes à en avoir un peu marre d'entendre parler des conflits qui sont très éloignés finalement de nos problèmes quotidiens et de notre géographie. Donc on les analyse, évidemment, on aime beaucoup la politique, on aime beaucoup la géopolitique, on fait beaucoup ça, mais les Français aimeraient plutôt qu'on les débarrasse des problèmes qu'il y a chez nous plutôt que de parler des problèmes qu'il y a ailleurs. Tout à fait. Et Moi, oui, allez-y, Vivien. J'ajouterais juste que Macron, au lieu de jouer le petit chef de guerre, le petit roquet, qui déjà s'intéresse et règle les problèmes qu'il y a sur le territoire français, tout simplement. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Plutôt que de nous envoyer bientôt, peut-être, c'est les rumeurs qui circulent en tout cas, en Ukraine, nous mobiliser là-bas. Donc moi, j'ai pas spécialement grand-chose à rajouter. Je vous invite à lire le communiqué de Jean-Claude Rollina, que nous avons publié sur tous nos réseaux. Donc c'est un communiqué que j'ai trouvé assez objectif finalement, qui prend pas forcément parti et qui traite très très bien l'historique depuis 2006 du Liban et de sa situation actuelle,
où c'est vrai que c'est un peu paradoxal de voir la Suisse du Moyen-Orient se retrouver prisonnier finalement d'un conflit avec un État dans son propre État quelque part, c'est-à-dire le Hezbollah, bien évidemment, dans le Liban. Donc je vous invite à lire le communiqué. Alors, j'avais dit qu'on allait revenir aux États-Unis, et on y revient finalement très très vite, parce qu'il y a eu un scandale de trafic sexuel où le rappeur Didi est impliqué. Alors, si vous ne connaissez pas le rappeur Didi, ne vous inquiétez pas, moi je ne connaissais pas non plus avant de préparer cette émission. Mais est-ce qu'il est vrai, Arnaud, vous savez, on a souvent comment je pourrais dire, ce préjugé, on entend souvent partout qu'il y a des trafics sexuels absolument partout aux États-Unis, dans tous les milieux. Vous qui vivez peut-être aux États-Unis, est-ce qu'il y a ces mêmes rumeurs là-bas? Effectivement, et alors l'affaire Puff Daddy, pour résumer, c'est une espèce de scandale Epstein sous stéroïdes en fait. Voilà. Alors pour rapidement, sachant que j'allais intervenir dans l'émission, j'ai fait mes petites recherches puisque tu nous avais dit quels seraient les sujets. On parle de Sean Combs, c'est le nom de ce rappeur qui est connu sous le nom de Puff Daddy ou sinon Didi tout simplement. Et donc Didi est une star du rap depuis plus de 30 ans. C'est un rappeur qui est milliardaire, il faut le savoir. Et ses problèmes judiciaires ont commencé plus tôt cette année, quand il y a eu des perquisitions dans ses différents domiciles. Alors évidemment, il n'habite pas dans un 2 pièces, il habite dans des manoirs. Il y en a en Floride, vers Miami, il y en a plusieurs sur Los Angeles. Et donc, il y a eu des perquisitions chez lui. Il avait pris la fuite à ce moment-là. Et dans les perquisitions ont été retrouvés du matériel d'enregistrement dans toutes les pièces de la maison, y compris les salles de bain, les chambres, etc. Et là, récemment, donc là, dans la semaine dernière, Puff Daddy donc Didi, a été inculpé, mis en examen pour trafic d'êtres humains. Et en fait, on est à mi-chemin entre de la pédophilie et l'organisation de cercles de prostitution. Une caution de 50 millions de dollars et sa maison, une de ses maisons, donc, qui vaut aussi pas mal d'argent, en dépôt, a été proposée par son avocat. Le juge a refusé, considérant qu'il y avait trop de risques qu'il y ait des pressions sur les témoins. Donc, il n'a pas été remis en liberté sous caution, ce qui semble déjà indiquer que le bureau du procureur a des éléments vraiment tangibles impliquant qu'il soit coupable des faits qui lui sont reprochés. Alors, vous avez peut-être vu sur Internet les mimes que tout le monde a commencé à faire des mèmes sur Puff Daddy, etc. Notamment, dans la perquisition dans l'une de ces maisons, il y a plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé qui ont été retrouvées. Vous savez, du baby oil, c'est la marque Johnson & Johnson qu'on utilise pour les bébés. Et donc, ça a fait marrer pas mal de monde. Et pour revenir à ta question, le côté trafic organisé, il semblerait, ce qu'on peut dire pour le moment au vu des éléments qui sont donnés, que Puff Daddy organisait des soirées où les gens étaient plus ou moins drogués, où il y avait potentiellement des mineurs, et tout ça a été filmé. Donc ça ressemble énormément à l'affaire Epstein. Alors évidemment, on va être prudent puisque les choses sont en train de se développer en ce moment même, mais on serait sur un scandale beaucoup plus gros que le scandale Epstein, puisque le scandale Epstein, ça impliquait quelques personnes très riches ou influentes, par exemple des gens qui ont voyagé sur son île, Little St. James, qui est une île qu'il possédait aux Caraïbes. Il y avait quelques noms qui ont été cités, comme Bill Clinton, par exemple. Mais là, ici, on parle de soirées qui impliqueraient énormément de personnes du showbiz, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, mais aussi des personnalités politiques et toutes sortes de célébrités, des pasteurs connus, etc. Donc, pour le moment, je ne peux pas en dire plus, mais il semblerait qu'on parte quand même sur un très, très gros scandale. Eh ben, regardons cela avec impatience. De toute façon, les révélations devront avancer au fur et à mesure, normalement, des enquêtes. Oui, et je voulais ajouter un dernier point, parce que c'est peut-être le plus important. On est au bistrot du PDF, on est là pour parler de politique. Devinez quel parti politique est soutenu par Puff Daddy et pour qui il a fait des collectes de fonds. Voilà, je vous laisse deviner. Ça n'est pas les Républicains.
Petite précision quand même culturelle, parce que quand vous avez parlé de Didi, Alexandre, tout à l'heure, vous m'avez enduit d'erreur. En fait, pour les gens de ma génération, en fait, il était plus connu, Arnaud l'a dit, sous le nom de Puff Daddy, voilà, qui a émergé dans les années 90. D'accord, oui, très bien. Bah, j'avais vu son nom Puff Daddy en faisant mes recherches, mais je savais pas qu'il était plus connu sous ce pseudo que sur l'autre. Ouais, disons que maintenant, il ne fait plus vraiment de musique, en fait. Depuis quelques années, c'est juste une personnalité connue et qui est producteur de musique. Et donc, à ce titre, il y a beaucoup d'artistes très connus qui étaient signés dans ces labels, comme Justin Bieber ou Usher. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est plus du côté production musicale maintenant que chanteur, en fait. Ah oui, je vois, il pratique plus lui-même le chant et il produit. Ok, je comprends. Voilà. Ok, je comprends. Là, je comprends très bien. Bah écoutez, parfait. Moi, j'avoue, je suis pas très rap, hein, donc c'est pour ça que je connaissais pas spécialement. Mais très bien. Au moins, on a traité ce cas et on a parlé des fameux trafics qui pouvaient avoir lieu dans ces hautes sphères. Je rebondis Oui, juste sur cette Victor, allez-y. actualité-là, car effectivement, il y a eu Justin Bieber qui a été mentionné, lequel a fait des déclarations assez macabres dernièrement, où il sous-entendait plus ou moins avoir subi des sévices alors qu'il était jeune chanteur et commençait dans la scène du showbiz américaine, ce qui finalement n'est pas très étonnant, et alors qu'on découvre petit à petit que pas Big Daddy, ça c'est dans qui casse, Puff Daddy, pardon, Didi était apparemment au rap ce que Epstein était au milieu mondain new-yorkais. Ah oui, d'accord, donc quand même assez quelqu'un qui pèse, disons, pour parler un peu plus vulgairement. On va rester sur le continent américain. Vous avez peut-être tous suivi, je pense, ce qu'il se passe au Salvador avec le nouveau président Naïb Bukele qui est en place depuis quelques années. Et son premier mandat a été quand même couronné de succès parce qu'on passe d'un pays où la criminalité était la plus haute par habitant, la plus haute quand même, donc c'est-à-dire un des pays les moins sûrs du monde. Et aujourd'hui, ce pays est plus sûr que les États-Unis quand même, première puissance mondiale, donc ce n'est pas rien. Et par conséquent, oui, Bukele a fait un discours à l'ONU, aux Nations Unies, en soulignant justement comment je peux dire, son mandat et en précisant qu'il y aurait un âge sombre pour l'Occident, que l'Occident est dans la décadence et donc prévient de faire quelque part attention. On rappelle sa méthode, hein, sa méthode a été très très simple, neutraliser les gangs et tous les trafics et cartels de drogue qui terrorisaient la fameuse population du Salvador. J'imagine que vous avez suivi ça avec attention. Enfin, je sais pas, moi personnellement, j'aime bien ce qui se passe un peu en Amérique du Sud, Amérique centrale, voir ce qu'il se passe avec Javier Milei, avec anciennement Bolsonaro, parce qu'il se passe des choses un peu plus rapidement là-bas, j'ai l'impression, que par rapport à l'Europe. Donc je sais pas si vous avez ce même ressenti. Bah, Allez-y, Arnaud. quand on veut, on peut, en fait, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui arrivait à la tête d'un des pays, comme tu le mentionnais, où il y avait le taux de crime le plus élevé au monde. Et ça a été bouclé en 4 ou 5 ans, en fait, avec la création d'une unique prison à l'intérieur du pays. Il a créé une méga prison où il y a 40 000 places ou quelque chose comme ça, et où ils ont arrêté tous les membres de gang, et où maintenant, le fait de porter des couleurs de gang ou avoir un tatouage de gang, c'est suffisant pour faire 10 ans de tôle. Et ça a été vite réglé, en fait. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et vous, Daldec, vous pensez que le pays a pu être mis sur pied parce qu'il est catholique et non musulman, Monsieur Cassan? Monsieur Cassan ou Monsieur Daldec? Non, je pense que oui, bah, il y a beaucoup de ça qui. Je connais pas le dossier non plus, mais ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. On le voit sur tous les continents. Qu'une certaine religion ne fait qu'amplifier les problèmes. Donc ça joue beaucoup. Et après, bon, bah, c'est. Peut-être que c'est excessif au Salvador, mais c'est le cours des choses qui a voulu ça aussi. Hein. Il n'est pas arrivé au pouvoir pour rien et au final, les gens sont satisfaits, malgré les excès présumés ou réels que ça a engendré. Mais voilà, c'est pour lutter contre le mal. Le remède peut être aussi des fois assez radical.
qui est surtout édifiant avec le cas du Salvador, c'est de voir à quel point nos idées fonctionnent. Lorsqu'elles sont appliquées, il y a eu un discours absolument magistral de Bukele à la tribune des Nations Unies assez récemment qui en faisait état, qui disait devenez comme nous ou mourrez, en fait, grossièrement, c'est ce qu'il disait à la face du monde occidental. Et ça fonctionne. On a raison. Parce que des fois en politique, on a tendance à être un peu relativiste, à douter, à se dire est-ce que on a des certitudes, mais est-ce que réellement on fait bien de les avoir. Mais pour moi, le cas du Salvador devrait inciter à la confiance en ses idées. Tout nationaliste qui se respecte, c'est la preuve qu'avec de la volonté politique, avec de la force, avec des moyens, on peut venir à bout de la délinquance, venir à bout de la criminalité, venir à bout de l'instabilité, et changer en à peine d'ailleurs, j'allais dire années, mais en fait, c'est une question de mois. Le Salvador, ça s'est fait très rapidement. Un pays qui était champion du monde de la criminalité et de la pauvreté, on a un pays qui, déjà, n'est plus dans les plus hautes statistiques de la criminalité, a été nettoyé de la criminalité, qui est sur la question de la pauvreté, fait des progrès significatifs, parce que, oui, forcément, lorsque ce sont plus des gangs et des cartels, véritable État dans l'État, qui contrôlent les rues, ça devient beaucoup plus facile pour le citoyen lambda de faire des études, de lancer des entreprises, d'investir, de recevoir des investissements étrangers, etc. Je tiens à rappeler d'ailleurs, pour prendre un autre exemple plus ancien, qui parlera peut-être aux auditeurs d'une autre génération, que Pinochet au Chili a fait de son pays une des premières économies d'Amérique latine, alors que tous ceux qui ont suivi la voie du communisme, le Venezuela en tête, ont fini par devenir, pour reprendre l'expression de Donald Trump, des shitholes. Des shitholes sans avenir, ni moyen, ni développement d'aucune sorte. Alors, je ne vais pas minimiser, Victor, le bel ouvrage de ce président du Salvador au nom de famille à consonance palestinienne, mais n'oublions pas quand même, ou du moins je connais très mal le Salvador alors, mais il n'est peut-être pas gangréné par le gauchisme comme la France, et peut-être que chaque fois qu'il prenait une mesure radicale, il n'y avait peut-être pas 20 000 nervis gauchistes balançant des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre dans la rue. Mais bien sûr, mais bravo à ce président. Frédéric, il a été élu. À partir du moment où nous sommes élus pour des idées qui avancent sans langue de bois, sans masque, c'est que ça vaut avalisation, sans jeu de mots avec ton nom de famille, d'une grande partie de la population. Et rien que ça est assez révélateur. Je n'en doute pas, mais tu imagines les émeutes auxquelles on aurait eu droit en cas de victoire de Marine Le Pen, tout ça à de simples législatives en juillet. Mais attention, ce que je dis n'est pas une invitation, du renoncement. Je dis juste que peut-être que dans certains pays, une politique d'une certaine radicalité, d'une certaine, on va dire, une politique musclée comme celle que nous préconisons au Parti de la France, serait peut-être un peu moins difficile, moins parasité par l'anti-France. Et d'ailleurs, tu as parlé de Pinochet, je pensais que tu aurais parlé du président des Philippines, qui a lui aussi, je crois, une politique très musclée, même s'il est peut-être pas forcément, il partage pas forcément toutes nos idées. Et quant à son discours au niveau sociétal, là, il a un discours un peu plus poutinien. Mais concernant les mesures musclées pour rétablir l'ordre, il m'a fait un peu plus penser au président philippin. Vu qu'on parle vraiment de l'ère moderne, sinon Pinochet, évidemment. Je pensais à l'Amérique latine, c'est pour ça que je l'ai fait un crochet avec Pinochet, mais oui, s'il fallut lui prendre une analogie plus récente, effectivement, ça peut faire penser à Duterte, qui lui aussi a fait des miracles sur le plan de la sécurité et de la stabilité. Même avant d'avoir le pouvoir exécutif, Duterte, en tant que maire de Manille, aux Philippines, a abattu un travail colossal sur le plan du trafic de drogue, de la sécurité, etc. Donc c'est avant tout pour moi un message d'espoir sur le fait que la politique découle avant tout de la volonté et que les accomplissements dus à une politique de redressement national consacrent le triomphe de la volonté. Pour ne pas... Quand tu as dit abattu, il n'a pas abattu que du travail, le président philippin d'ailleurs. Merci à vous deux pour vos réponses concernant justement ce qui se passe au Salvador. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose au Salvador.
Sinon, on peut revenir en France, potentiellement. Ça vous aura pas échappé que nous avons quelque part, j'allais dire un nouveau gouvernement, mais plutôt de nouveaux ministres. Donc j'ai noté quelque chose, oui, j'ai noté plusieurs choses par rapport au Premier ministre, notamment Barnier, qui rappelle à l'ordre Antoine Armand, qui voulait ostrasier le Rassemblement national de l'arc républicain. Et on a vu Barnier qui l'a rappelé à l'ordre et qui a expliqué que le Rassemblement national faisait partie de l'arc républicain de la même manière que ses adhérents et que surtout que ses votants, ses électeurs. Moi, ça m'a un peu étonné. Je ne m'attendais pas, par exemple, à un Premier ministre, je sais pas, je n'aurais pas vu Manuel Valls faire la même chose. Après, c'est pas la même époque, c'est vrai, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, peut-être Vivien. Bah, j'ai envie de dire quand même, ce qu'il faut relever quand même dans ce sujet, c'est que Antoine Armand, quand même, hein, nouveau ministre de l'économie et des finances, quand il était en campagne électorale, il défendait pratiquement les mêmes idées que le Rassemblement national. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, hein, qui le met en difficulté. Et aujourd'hui, en tant que ministre, bah, il joue pratiquement l'antifa. Donc on voit bien à quel point ces gens se foutent de notre gueule, hein, clairement. Parce qu'au bout de 2 jours, hein, au bout de 2 jours, il a carrément insulté, même si je ne partage pas tout ce que fait le Rassemblement national, mais il a quand même insulté 11 millions d'électeurs. Donc à un moment donné, ouais, Barnier l'a sanctionné, mais moi je le dis clairement, ce gouvernement, on voit bien comment est constitué ce gouvernement. C'est pas un gouvernement qui tiendra lié longtemps, et je pense que même qui tombera assez rapidement, et je l'espère, parce que c'est un mélange de, de- de Macron bis, hein, avec des républicains qui ont été à la gamelle pour un plat de lentilles, tout simplement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est vrai que je ne sais pas quoi en penser de ce fameux Barnier. Voilà, il fait un peu le plus, comment je pourrais dire, un peu plus à droite que les autres premiers ministres précédents. Mais bon, je n'ai pas de grands espoirs non plus. J'ai beaucoup aimé comment il a sermonné Gabriel Attal sur l'histoire des dossiers. Vous savez, quand Gabriel Attal lui a dit je vous laisse plein de bureaux à traiter, plein de bureaux, n'importe quoi, plein de dossiers sur votre bureau à traiter. Et Barnier qui lui répond bah, mon bureau était vide. Moi, j'ai trouvé ça assez amusant. Mais à voir la suite. Mais justement, continuons de parler des ministres qu'il a choisis. Ah, Frédéric Avelli, vous voulez réagir? J'ai vu que votre micro était. Ouais, Oui. excuse-moi Alexandre, mais comme c'est la droite molle, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu tapes toujours sur la droite molle et moins sur la gauche? Bah, c'est très simple. La gauche, quand elle est élue, et je parle de Mitterrand à Hollande, ou on peut dire, allez, même Macron, on va se faire plaisir. Quand la gauche est élue, elle fait de la merde. Excusez-moi pour le langage, c'est naturel finalement. Mais la droite, elle est élue avec nos voix, ou du moins les voix de gens qui pensent en majorité comme nous. Et après, ils trahissent les électeurs. Donc vous voyez, je ne leur trouve aucune excuse. Et Barnier, finalement, c'est un pur produit de la droite molle, de la droite, de la droite centripotente, enfin appelez-la comme vous voulez. Par contre, moi, ce que j'apprécie, il faut le dire, humainement, chez Barnier, c'est un homme courtois, c'est-à-dire qu'il va pas être dans l'invective. Il va faire la même politique pourrie que Pécresse ou Xavier Bertrand, mais c'est un homme courtois. Et moi, j'en discutais en privé avec Jean-Marie Le Pen quand je lui disais, voilà, je lui disais pas dans ces termes-là, mais je dis en gros, entre Giscard et Chirac, et même Balladur et Juppé, il n'y avait pas photo. Et il disait oui, effectivement, pour avoir côtoyé un petit peu Giscard et Balladur en privé, ce sont des gens qui étaient courtois envers Jean-Marie Le Pen et le Front National, qui n'ont jamais jeté d'anathème, traité de fascistes, de nazis. Ils ont toujours été courtois. Et ne serait-ce que pour la tonalité du débat, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de ne pas ostraciser un parti, de le stigmatiser, pour employer un mot de gauche très à la mode chez les médias. Donc rien que ça, je pense qu'on peut juste voilà, dire que c'est quand même mieux, ne serait-ce que pour les oreilles, d'avoir un Premier ministre comme Barnier que comme l'ignoble Xavier Bertrand. Et dernière chose, le fait qu'il se soit, je ne vais pas dire qu'il ait baissé son froc, mais du moins qu'il ait rabroué son ministre de l'économie, dont j'ai déjà oublié le nom parce que je pense que personne ne le connaissait il y a encore 10 jours. Ce qui est génial à ce niveau-là, et à mon avis, Marine Le Pen doit se sentir
ultra puissante, c'est qu'en fait, quand vous avez un conseil d'administration, quand il y en a qui a 49% des actions, l'autre qui a 49% des actions, bah en fait, celui qui a 2% des actions, c'est lui le roi du monde, parce qu'il est faiseur de roi, justement, c'est lui que tout le monde va côtoyer, courtiser. Et là, le RN est dans une telle position de faiseur de roi qu'en fait, c'est génial de voir à quel point les ministres du gouvernement vont être obligés de lui faire de la lèche parce qu'ils savent que elle a le droit de vie et de mort sur ce gouvernement. Et ça, c'est assez rigolo, je trouve, si on peut toutefois estimer qu'on a le droit de rigoler de la politique. Peut-on rire de tout? Ce sera probablement le titre de l'épisode du Forum du Parti de la France, pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant. Donc oui, la politique, j'ai envie de dire, mais en rire, en rire de temps en temps, ça permet de relâcher un peu la pression, puisqu'on avance quand même vers la décadence à une vitesse grand V. Et ce n'est certainement pas le président du Salvador qui me dira le contraire. Oui, concernant les autres ministres aussi, on peut noter qu'il y avait aussi Bruno Retailleau, je ne sais pas si ça se prononce Retailleau ou Retailleau, mais en tout cas, il est au ministère de l'Intérieur, et voilà, il fait un peu le dur, c'est-à-dire que il critique la politique ancienne de Manuel Valls, justement, on en parlait tout à l'heure, où il disait justement qu'il était un peu trop laxiste. On a vu aussi que, par exemple, sur les associations, il y avait une association qui a défendu 2 femmes voilées parce qu'elles ont perdu leur emploi à cause justement du fait qu'elles portaient le voile, et Bruno les soutient, le ministère de l'Intérieur qui les soutient, c'est quand même pas mal. Donc je sais pas sur quel pied danser, ça me rappelle aussi un petit peu Didier Migaud, qui est maintenant ministre de la Justice, complètement gauchiste, et qui je sais pas, je ne vais pas faire de comparaison avec Dupond-Moretti, mais je ne pense pas qu'on gagne au change. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, Victor, voilà, qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux ministres, notamment les 3 que j'ai cités? Eh bien, je pense que déjà, ce gouvernement, Thomas Joly l'avait bien fait remarquer, c'est un rassemblement de notables de 4e zone, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. C'est avant tout des gens qui ont été placés parce qu'on se disait ça allait faire relativement consensus, on craignait la censure. Déjà, rien que le choix du Premier ministre, Michel Barnier, c'était un arrangement avec le RN, ce qui est à l'honneur d'ailleurs du RN, hein, d'essayer de jouer les intrigants auprès du gouvernement, parce qu'on remarque que très peu de gens sont réellement issus de la gauche et encore moins du Front populaire dans ce nouveau gouvernement. Donc, un rassemblement d'illustres inconnus, vraiment sans saveur. On a l'espèce de mec improbable de Trapp, là, qui a été chargé, je crois, de la laïcité, si je me souviens bien ça. C'est de ça dont tu parlais, Alexandre? Oui, par rapport au voile, tout à fait. Oui, enfin, c'est des titres ronflants pour des gens au nom assez quelconque et inconnu. Je pense que de toute façon, il ne faut pas vraiment qu'on s'en préoccupe parce que la composition du gouvernement, nous ne sommes plus sous la 4e République, hein, même si ça en prend des airs, n'a finalement que peu d'incidence sur la volonté présidentielle et celle du Premier ministre, qui en l'occurrence est Michel Barnier. Donc, pour moi, c'est un sujet assez quelconque. C'est des gens qui ont été choisis précisément parce qu'ils étaient relativement effacés, malgré toutes les bravades, par exemple, d'un Bruno Retailleau à l'intérieur. Ça va être quelqu'un qui, comme nous l'avait fait remarquer en off Thomas Joly récemment, va très sûrement être amené à mettre beaucoup d'eau dans son vin. Donc, prudence et observons, mais il me paraît hasardeux de faire des pronostics sur leur politique future, tant elle est sujette à caution en raison des aléas politiques de ce Parlement invraisemblable, où il n'y a pas vraiment de majorité nette, et où au final on a une minorité composée des LR et de l'aile droite de LREM, enfin Renaissance, pardon, maintenant, qui a fait un gouvernement sans demander son avis à personne. Observons, attendons-nous des... Oui, pardon, Fred. Non, je crois que tu avais terminé, excuse-moi, je t'en prie, et après je dirais. J'ai terminé, je disais, voilà, gardons-nous de conclusions hâtives, parce que de toute façon, il y a des réalités politiques et des jeux en coulisses qui ne permettent pas vraiment de comprendre
pour l'instant les dynamiques à l'œuvre. Il ne s'agit pas tellement de conviction, mais plus de soupe et de petite cuisine politicienne que d'autres choses. Alors, justement, Victor, je voulais justement, c'est dans le sens où je voulais aller, c'est-à-dire que ce duo Retailleau et l'autre là, Dupond-Moretti Junior ou numéro 2, c'est un petit peu finalement un numéro de cirque. Il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Parce que finalement, les matheux comprendront, hein, moins par moins égale 0. Enfin bref, voilà, j'étais nul en maths. Mais en gros, les deux vont s'annuler. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est Retailleau, il va jouer le gros bras comme l'ont fait tant de ministres de l'Intérieur de droite molle ces dernières décennies. Hein, donc, il va dire aux policiers d'arrêter les racailles et les dealers. Et hop, derrière, vous avez le ministre gauchiste, enfin voilà, gauchiste, laxiste, tout ce que vous voulez, qui va être chargé de les libérer. Donc, en gros, tout ça, c'est du vent. C'est pour, d'un côté, faire plaisir aux gens de droite en arrêtant les racailles et en prenant des postures, en fronçant les sourcils, en serrant la mâchoire et en bombant le torse par rapport à l'immigration et à la sécurité, enfin à l'insécurité. Et en même temps, hein, la fameuse devise macronienne, là plus que jamais, derrière le ministre de la Justice qui va être chargé de faire plaisir aux racailles et de lui assurer, ou du moins à son piètre successeur, le vote des racailles. Voilà, comme ça, il essaye de ratisser un peu partout. Vous voyez, je ne suis pas un laxiste, j'ai un ministre de l'Intérieur musclé. Ah, vous voyez, cher racaille, je ne suis pas raciste puisque j'ai un ministre de la Justice qui libère vos congénères dealers. Après, je dirais sur ce duo-là, Retailleau, Nigo, peut-être que Retailleau peut agiter les bras dans tous les sens, hein, même s'il veut, il peut ressortir le Karcher, si cette fois-ci il trouve l'eau. Faut voir les déclarations de Didier Migaud. C'est de la cascade. Quand il dit que le laxiste judiciaire n'existe pas, il nous invente, voilà, c'est comme le sentiment d'insécurité. À un moment donné et puis là sur Philippines, il a dit: «Il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion». C'est vrai que faut pas enfin, surtout quand le coupable est un violeur sous OQTF, enfin, comme si comme si déjà la liste des victimes était pas déjà longue comme un bras, enfin, ces gens, c'est du cirque. En fait, ils occupent l'espace, entre ces 2 là, mais il se passera rien en fait. Il se passera rien du tout parce que tant qu'on aura un sale gauchiste à la justice, il se passera rien tout simplement. Oui, effectivement, je suis pas convaincu que la justice sera dans un meilleur état, dans une meilleure santé dans un mandat. Enfin, dans un mandat, même pas c'est quoi, les prochaines élections 2027, dans 3 ans. Effectivement, je suis pas convaincu non plus. J'avais aussi une autre actualité, alors un peu plus humoristique cette fois-ci, mais le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, parce que j'ai lu un article de Le Monde qui explique que les personnes qui font des rodéos urbains, vous savez, avec leurs scooters, ne sont pas forcément la population maghrébine et la population de racailles qu'on imagine, mais que ce serait aussi des cadres supérieurs de grosses entreprises qui s'amuseraient à faire des roues arrière avec leurs scooters, avec leur T-Max. J'avais déjà lu un article similaire il y a quelques années sur Libération, je m'en souviens. Alors moi, je vois beaucoup de rodéos. Je vois peut-être même au moins 2 fois par jour. J'exagère pas. Je n'ai jamais vu de cadre en costard faire des roues arrière. Je sais pas vous, mais non, souvent c'est quand même principalement du maghrébin, hein, on va pas se cacher. Vous, Daldec, vous y croyez quand Le Monde vous dit qu'il y a effectivement beaucoup de cadres supérieurs qui s'amusent à faire des roues arrière avec leur T-Max? Non, bah, j'y crois à fond. C'est des journalistes, ils peuvent pas mentir. C'est leur travail. Ils ont une carte de presse en plus, donc je vois pas pourquoi ils mentiraient. Non, non, Bien vu, évidemment, bien vu. c'est risible, mais ça démontre quand même qu'ils ont eu encore une hégémonie médiatique, parce que s'ils ne l'avaient plus, ils ne se permettraient pas de faire des articles comme ça. Ils ont encore des lecteurs, ils ont encore des gens qui les lisent et qui les prennent pour une vraie source d'information sérieuse. Alors que sur ce genre de faits sociaux, évidemment, c'est du niveau de Groland ou des inconnus.
Oui, 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 vous soulevez quelque Ah, chose de juste. c'est le Gorafi, en fait. Là, ça devient carrément le Gorafi, c'est une C'est gorafisation ça. de la société. C'est ça, c'est absolument incroyable. Mais je pense que les personnes qui lisent, par exemple, les personnes qui lisent le Gorafi, voilà, ils savent qu'ils vont regarder du second degré, ils vont bien rigoler un coup, c'est comme South Park. Mais par contre, les lecteurs du Monde, ils le prennent au premier degré. C'est ça qui est inquiétant. Ils vont le prendre au premier degré et ensuite ils vont citer l'article du Monde pour prouver que les gens qui font des rodéos, ce sont en fait des blancs quinquagénaires, quadragénaires de la défense et que bah, c'est eux le problème. Et puis évidemment des hétéros. Mais ils vont citer l'article du Monde comme référence. Et c'est ça, comme un argument d'autorité, comme si ça suffisait à lui-même, et comme si c'était une forme d'argument, alors que pas du tout. C'est pas un argument en soi, c'est pas du tout une étude sérieuse. Enfin, c'est le monde, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, vous, Frédéric Avalli, vous, à Paris, vous voyez beaucoup de cadres autour de la défense faire des rodéos urbains? Non, je n'en ai jamais vu. Non, non, ça, c'est vrai que ça m'avait échappé. Moi, je voyais plutôt des trafiquants de drogue ou des racailles qui avaient sorti le costard qu'ils avaient volé pendant les émeutes. Donc, non, par contre, c'est vrai qu'ils sont bien habillés, leurs voitures sont impeccables. En fait, ce que je voulais dire simplement par rapport à ce journal Le Monde, véritable institution gauchiste, hein, d'ailleurs de plus en plus gauchisant au fil des décennies, bah, c'est qu'en fait, ils nous ont refait le coup de Darmanin avec les supporters anglais au Stade de France, avec les Kevin, les Matteo, les Suédois, les Islandais, que sais-je. Voilà, donc ils essayent de nous inventer des trucs, mais non, les cadres, sauf si bien sûr on peut être un cadre du trafic de drogue ou du vol à la tire. Peut-être qu'il y a un droit du travail du voleur, du délinquant, du trafiquant de drogue, et à ce moment-là, il y a une hiérarchie, des statuts, et là, ce seraient des cadres de ces nouvelles spécialités-là reconnues par le monde du travail, mais sinon, non, je n'ai pas vu de cadre faire ça. Et alors, je connais pas bien la législation, donc je vais me garder d'en parler, mais je pense juste que par rapport, pour revenir un petit peu sérieux par rapport à ça, ça peut quand même générer des accidents très graves. D'ailleurs, ça en a généré dernièrement. Je ne comprends pas pourquoi les loueurs de voitures, sachant en plus les piètres qualités de conducteurs de ces gens-là, ne sont pas un peu plus vigilants enfin, auprès de leurs clients lorsqu'ils leur confient quand même des voitures qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros au bas mot. Et voilà, moi je trouve que on confie pas la garde d'un gigot à un chien. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même très risqué. Enfin, le calcul risque-bénéfice, il est plutôt au désavantage des sociétés de location de véhicules, sauf s'ils ont peur de se prendre une attaque en règle de la LICRA en faisant de la discrimination à la location. Moi, je vais vous rassurer, Alexandre, hein, en étant élu citoyen dans des quartiers, à proximité des quartiers comme ça, où une grande mosquée va bientôt ouvrir dans un quartier assez populaire. J'ai pas encore vu, hein, parce que je le vois assez souvent du rodéo, j'ai pas encore vu des gens habillés en costard sur des motos. Je vois souvent et dans les rues de trafic cette communauté afro-maghrébine, hein, c'est toujours les mêmes. Donc le délire de ces salles gauchistes du monde, je sais même pas où ils ont été chercher ces informations. C'est tellement ridicule. Je préfère en rire, très clairement. Alors juste pour revenir au costard, moi je me référais surtout au rodéo avec des voitures de luxe, hein, les jours de mariage, hein. Voilà, juste pour bien être clair, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, peut-être que c'est une pratique courante aux États-Unis, Arnaud. Est-ce que vous voyez des milliardaires faire des rodéos? Non, je ne vois pas de millionnaires faire des rodéos. Par contre, ça montre bien le niveau de désinformation, des médias, en fait, hein. Je pense que tout est dit, hein, et comme quelqu'un le faisait remarquer, en fait, ça va être blanchi comme étant une source, après pour être utilisé, par exemple, dans Wikipédia. Ce serait pas étonnant qu'on puisse lire ce genre de choses enfin bref. Effectivement, les médias, s'éloignent de plus en plus de la vérité. Et oui, 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 malheureusement, malheureusement, c'est ainsi. Vivement que ça change, et on fera en sorte que ça change. D'ailleurs, je voulais Oui, faire Arnaud? une petite parenthèse sur un Allez-y. événement qui s'est passé à Birmingham, donc la ville où j'habite, samedi dernier. Samedi dernier, il y a eu une fusillade de gang à la sortie d'un club, d'une boîte de nuit. Il y a eu 4 morts et 21 blessés.
Et c'est la plus grosse fusillade aux États-Unis cette année. Est-ce que vous en avez entendu parler dans les médias français ou pas? Moi, de mon côté, non. Est-ce que vous, Daldec? Non. Bon, voilà. Bon, bah, Ça c'était me juste rassure. pour. J'en étais à peu près sûr, parce qu'en fait, c'est la plus grosse fusillade aux États-Unis cette année, mais étant donné que c'est une boîte de nuit plutôt fréquentée par des Afro-Américains de gangs, etc., la fusillade a lieu devant. Ici, les médias américains nationaux en ont très très peu parlé. Il n'y a que les médias locaux qui en ont parlé, alors que pourtant, c'est la plus grosse fusillade de l'année 2024. Donc ça, c'est un autre exemple de biais médiatique, les informations qu'on ne met pas en avant, par exemple. Je viens de vérifier sur Google Actualité, là, il n'y a que Courrier International qui en a fait un article pour les médias D'accord, français. ok. Et sinon, dans le même registre, au mois de juillet, me semble-t-il, il y a eu aussi une fusillade avec 4 morts et 17 blessés, qui était aussi déjà à l'époque la plus grosse fusillade. Ah, excuse-moi, Arnaud, on ne vous entend plus, Arnaud. Oui, tu m'entends? Parfait, là, c'est Donc, bon. ouais, donc je disais, il y a déjà eu une fusillade similaire en juillet à Birmingham, qui était elle aussi la plus grosse fusillade de l'année aux États-Unis en 2024. Et pareil, ça n'avait pas été relayé. Donc vous voyez un peu la façon dont les médias ont un biais, en fait, considérant que là, c'était des fusillades de gangs d'Afro-Américains. Il n'y a pas de récupération politique à pouvoir espérer de ce genre de choses, évidemment. Oui, effectivement, il y a une forme de tri sur ce qui est important et ce qui ne le serait pas. Effectivement. Un tri totalement arbitraire. Moi, je vais finir là-dessus aussi sur le clip. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, il y a quelques mois, on chantait tous Ausländer House. Vous savez, la fameuse chanson allemande qui est une parodie, qui favorisait la remigration. Et j'ai vu qu'en ce moment, il tournait un clip intégralement fait par intelligence artificielle en allemand qui, elle aussi, promeut la remigration. D'ailleurs, à la fin de la rediffusion YouTube, il y aura le clip en question. Donc vous pourrez en profiter. C'est quand même sympa de voir effectivement qu'il y a cette dynamique qui s'adresse plutôt, entre guillemets, je parlais comme un vieux, qui s'adresse plutôt aux jeunes, voilà, parce que c'est une musique assez moderne, une musique assez type techno, qui veut la remigration. C'est un moyen d'expression qui ne passe pas par la politique, mais qui passe plutôt par la musique, slash le troll, slash l'intelligence artificielle, pour exprimer des idées qui sont similaires aux nôtres et qui sont partagées par la majorité, je pense, des Européens qui sont envahis. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce clip. Je vous invite à le voir, évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Quelqu'un d'entre vous l'a vu, peut-être? Le Parti de la France l'a partagé cet après-midi. Moi, je l'ai vu, Alexandre. Alors, j'ai déjà assez monopolisé la parole, donc j'ai bien aimé, hein, c'est tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas m'étendre. Ce que je voulais savoir, Alexandre, vu que vous êtes un fin germanophone, je voulais savoir si, en quelques mots, hein, grosso modo, vous pouviez nous traduire les paroles, car moi, je n'ai rien compris. Hein. C'était du phonétique pour moi. Alors, il faudrait que je réécoute et que je réponde par écrit, car là, je l'ai juste écouté une fois pour préparer l'émission, parce que je suis rentré assez tard à la maison, donc j'ai pas eu le temps non plus de l'écouter trop de fois. Mais effectivement, je vous ferai une petite note qui raconte ce qui se passe. De mémoire, bah, ça parlait du fait qu'il fallait partir, hein, c'était bon. Hein. Que vous avez assez profité, maintenant il faut y aller. Je ferai une petite traduction, effectivement, en tant que germanophone. Du clip, pas de problème, pas de problème. Là, je suis un Moi, peu dépourvu, je l'ai plus en tête. J'ai trouvé le clip excellent. Ben, bien sûr, la traduction, si tu pouvais nous la faire, Alexandre. Et puis, si tu pouvais nous en réaliser un, ça serait pas mal non plus. Voilà. Moi, je veux bien jouer En plus, dedans. on peut, en plus. Bah, c'est généré par l'IA, Frédéric. Tu Et peux justement, on pas fera jouer. les économies. Hein. Mais oui, effectivement, pourquoi pas faire un clip similaire, après tout. De toute façon, maintenant, on peut tout faire. On peut faire des musiques par IA sans avoir aucun talent et les musiques sont très belles. On peut faire des images de clips sans avoir le moindre moyen, alors qu'un clip, ça coûte cher à tourner. On peut tout faire avec l'IA aujourd'hui. Donc oui, ouais, on va en profiter, hein, c'est clair. C'est clair. Vous, Daldec, peut-être vous vous intéressez forcément à ce genre de choses, vu que vous faites du contenu justement qui est basé sur tout ce qui est parodie, IA. D'ailleurs, vous avez déjà fait des vidéos IA, je les ai vues. Vous avez forcément vu le clip. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai trouvé très bien fait, même si forcément l'IA, c'est pas encore à 100%. Bon, on va pas faire la fine bouche, mais voilà, ça reste l'IA. C'est très bien fait, mais justement, je me demande moi si tous les clips qui sont très très bien réalisés qu'on peut voir défiler sur Internet, si ce sont des clips professionnels entre guillemets, dans le sens où si c'est via des intelligences artificielles payantes. Parce que moi, je teste beaucoup d'IA.
mais les non payantes, en fait, c'est très difficile, c'est très compliqué d'avoir des résultats probants. Et pour les bons clips, je me demande quel montant, en fait, il faut dépenser, entre guillemets, pour avoir un résultat potable. Ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que les IA, ça coûte très très cher dès qu'on parle des IA payantes. Ouais, pour la musique, je disais Suno, je sais pas si vous connaissez. C'est très efficace. C'est connu, hein, c'est très connu, Suno. C'est même mis en avant sur Copilot, je crois. Copilot qui est l'intelligence artificielle de Microsoft, pour rappel. Mm. Donc ouais, faudrait voir, effectivement, faire une étude de marché sur les IA. Mais en vrai, ce serait super intéressant, parce que oui, à mon avis, C'est très porteur. ça C'est un coûte combat très cher, culturel, en mais c'est fait, et très... il faut se l'approprier. Tout à fait. Bah, il faut être le premier là-dessus, comme l'extrême droite a été les premiers à proposer un site internet, par exemple. Je rappelle souvent que c'est Jean-Marie Le Pen qui a été le premier à faire un site internet politique, d'un parti politique. C'est le tout premier. Donc oui, dès qu'il y a des innovations qui permettent une expression en dehors des grands médias, il faut saisir cette opportunité et y aller à fond, quoi. Puis combien sont devenus de droite grâce à Internet aussi, qui ne l'auraient jamais été peut-être s'ils n'étaient pas tombés une fois sur une vidéo d'Alain Soral ou sur le rapport dissident, ça dépend de la génération. Bref, Internet est effectivement porteur d'avenir, c'est évident. Et donc tous les outils autour d'Internet également. Mais là je dis une évidence, enfin j'espère que c'est une évidence. Normalement oui. C'est une évidence, Frédéric. Je fais juste une petite Allez-y, parenthèse, Daldec. parce que justement, l'IA va très vite, et là, je suis en train de regarder sur Twitter, justement, ils ont eu le temps, via l'IA, genre je sais pas qui, une vidéo très réaliste de Hassan Nasrallah qui se fait exploser dans son tunnel, quoi. Mais encore une fois, c'est la magie de l'image, c'est la magie de la technologie. On pourrait presque y croire voilà, si on savait pas à la base que c'est de l'IA, quoi. Mais ils ont eu le temps déjà en quelques minutes, quelques heures à peine, de faire un résultat probant. Faudra nous envoyer le lien. Mais effectivement, oui, ça va être l'ouverture à plein de fake news également, hein. Faudra s'y attendre. Des personnalités qui disent des choses grâce à une intelligence artificielle qui en réalité n'ont jamais dit ces choses-là, avec une voix parfaitement imitée. Des fausses images, effectivement, on va dire un peu honteuses, etc. C'est bien que quand il y aura des vraies images totalement honteuses, la personne pourra se défendre en disant bah non, c'est juste une IA. Oui, là, il faudra s'attendre à une vague de confusion, une vague de confusion entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est généré artificiellement. Oh, on devra avoir des outils de détection normalement, j'espère. Mais après, ces outils seront accessibles au grand public, bien sûr que non. Donc ce sera toujours la complication. Il faudra vérifier 2 fois plus les informations pour être sûr de ne pas partager n'importe quoi. Heureusement, les journalistes ne sont pas surmenés de travail puisqu'ils ne vérifient pas beaucoup les informations, selon moi. N'est-ce pas le monde? En tout cas, moi, je n'ai plus de sujet à traiter, donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, faites-le. Moi, je vais conclure cette émission. On est quoi? On est sur 1h40, oui, on est sur la durée classique d'une Non, émission moi, du je Forum du rajouterais Parti juste, France. Allez-y, Alexandre, Vivien. j'invite tous les militants et les sympathisants et les membres du camp national à participer massivement aux manifestations, enfin aux rassemblements, pour l'hommage et puis montrer notre colère, ce qui s'est passé par rapport à Philippines, tout simplement. Ça se passe ce week-end et lundi, je crois que j'en ai vu aussi dans certaines des villes de province, lundi aussi. Donc voilà. Et coller massivement aussi les affiches pour montrer, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les gauchistes dans les facs se permettent d'arracher les affiches parce qu'ils voient le mot QTF sur l'affiche, donc ils disent que c'est raciste par rapport à Philippines. Donc voilà. Ne lâchons rien sur le terrain et mobilisation maximum. Oui, effectivement, et j'ai oublié 2 petites actualités, on peut passer très rapidement là-dessus. Oui, d'ailleurs, manifestation au 29 septembre à 15h, je vous rappelle. Alors, premièrement, c'est du présentéisme. Alors, du présentisme. Pas du présentéisme, c'est autre chose. Du présentisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement raisonner l'histoire avec avec des codes d'aujourd'hui qui n'ont aucun sens. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des études, des recherches financées très sérieusement pour montrer que Jeanne d'Arc était non-binaire. Voilà. On est quand même on est sur du révisionnisme, excusez-moi. C'est du révisionnisme à ce moment-là. Et c'est même totalement, si on y réfléchit, antiféministe de se dire que si Jeanne d'Arc a réussi tous ses exploits, au fond, c'est parce qu'elle se sentait homme.
Enfin, moi, je trouve ça très drôle, mais c'est beaucoup moins drôle de savoir que c'est totalement financé ce genre d'études et que c'est des études que des gens prennent très au sérieux. Là par contre, c'est un peu moins amusant. Donc, ça s'appelle du présentisme. C'est raisonner l'histoire par des codes présents. Et le deuxième également, première fois dans l'histoire, j'ai la deuxième information, excusez-moi, c'était le fameux visa, le visa russe, vous savez, qui est basé sur l'éthique. Bah, attendez, Frédéric Cavalli, vous êtes lié à la Russie, donc peut-être que vous pourriez en parler. Frédéric Cavalli, si vous m'entendez. Oui, pardon Alexandre. Oui, en fait, c'est moi qui ai, je crois, colporté, alors c'est même pas une rumeur, c'est une information. Je ne sais plus sur quel site j'avais rapporté, enfin, from, comme il y a Arnaud. Non, mais depuis quel site j'avais rapporté la nouvelle. Mais en gros, hein, comme ce n'est à l'état embryonnaire actuellement, en gros, la Russie, alors évidemment, c'est une provocation hein, envers l'Occident, car sachez-le, hein, la Russie est très réticente à délivrer des visas comme on délivre des passes Navigo, hein, comme le visa français. Mais là, ils ont décidé, pour contre-attaquer idéologiquement et déstabiliser l'Occident, d'inventer, si vous voulez, une sorte de visa, mais de très très longue durée. Hein. Alors, c'est pas un statut de réfugié politique, mais ça ressemblerait presque plus à ça qu'à un visa de court séjour. En fait, des gens qui se sentent persécutés ou du moins insultés, souillés, humiliés. Alors, ils ne parlent pas du tout d'immigration. Hein, donc de ce côté-là, arrêtons de fantasmer. Mais ils parlent au niveau de la dégénérescence sociétale. Hein. Tous les lobbies homosexualistes, les changements de sexe pour les mineurs, enfin tous les machins de dégénérés colporté par George Soros et sa New Open Society, que Arnaud doit bien connaître puisque ça provient des États-Unis. Et du coup, tous ces gens-là, un peu comme nous d'ailleurs, hein, écœurés de la décadence occidentale, surtout hein, au niveau des mœurs, j'insiste bien là-dessus, il n'est pas question d'immigration, eh bien, pourraient demander un visa pour émigrer en Russie, en faisant par contre, en signant une déclaration. Alors c'est pas qu'ils renient leur pays, mais en gros, il faudra un petit peu se défouler sur notre régime ou du moins sur notre gouvernement. Alors ça, je pense qu'on saurait ne pas s'en priver. Voilà, donc c'est comme disait Coluche, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je ne sais pas à quel point ça en est dans le concret, mais en tout cas, c'est en cours et c'est quelque chose, à mon avis, qui va faire beaucoup de bruit dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup pour cette explication de ce nouveau type de visa. Effectivement, c'est une première hein, dans l'histoire qu'il y a ça. Une forme de visa idéologique. Pourquoi pas? Pourquoi pas, voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup, chers invités, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à Daldec d'avoir joué le jeu. Voilà, je l'appelais un petit peu en dernière minute cet après-midi, où je lui ai dit est-ce qu'on peut faire une petite blague à mes chers invités, où tu peux imiter Alain Soral. Il a accepté très gentiment. Et tous les mois, il sera avec nous, où il pourra même commenter l'actualité de manière humoristique avec un personnage différent à chaque fois. Merci beaucoup, Daldec, c'était super. Il y aura évidemment le lien de ta chaîne YouTube en description. Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup Frédéric Cavalli, Vivien, Arnaud Mille. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le prononcer à l'américaine. Je suis biaisé par le fait que tu habites aux États-Unis aussi, c'est pour ça. Oui, ben, tu sais, ici, moi, quand j'appelle mon nom Mille MY2LE, les gens prononcent ça Mile. Donc depuis, j'ai arrêté de reprendre les gens à chaque fois. Maintenant, c'est Mile. D'ici, c'est Mile, voilà. Très bien. Bah, effectivement, moi, je suis biaisé parce que je vous associe évidemment aux États-Unis, puisqu'à chaque fois que je vous invite, c'est pour parler des États-Unis. Donc forcément, voilà. Mais oui, Arnaud Mille, je ferai l'effort, promis. Et Victor Jean de la Gillardet, merci à vous. Excusez-moi, j'ai eu un gros problème. Mon Wi-Fi a planté, ça arrive à la fin de la conclusion, heureusement, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, la plupart des gens sont partis, c'est tout à fait normal. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et rendez-vous dimanche pour la chronique sportive avec Frédéric Cavalli, ici présent. Voilà, bonne fin de semaine tout le monde.
hier heute nen Riesending. Das ist die Abschiebeparty, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute fliegen alle nach Haus, es hat sich hier keiner benommen. Wir sind voll am Feiern, sie werden nie wieder kommen. Reißt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht Krach, damit auch jeder linke Spasti geht, weil er abkackt. Diese Nacht ist Deutschlands Nacht, die Remigration geht los. Lass die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Zeckenclub. Das ist J.A.-Musik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, jetzt geht's ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle. Hey, jetzt geht's ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle. Hey, jetzt geht's ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle. Hey, jetzt geht's ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle. Sie fliegen alle heim, in Deutschland wird nur noch gefeiert. Das ganze Volk ist mit dabei, das ist das absolute Highlight. Wir sind mehr, sagen sie und heulen auf. Doch ihr könnt hier nichts mehr retten, Ostdeutschland weht blau. Deutschland sauber voller Feiern, wir sind richtig laut. Die ganze Nacht Party, jetzt liegt der Tag.